Merci d'être avec nous pour ce moment important. À 6 jours du deuxième tour et à 4 jours de la fin de la campagne officielle, le débat entre Olivier Véran, le ministre de la Santé et des Solidarités, soutien d'Emmanuel Macron. Bonsoir, merci. Bonsoir. Et Jordan Bardella, président du Rassemblement national, soutien de Marine Le Pen. Merci beaucoup à tous les deux. C'est la première fois que vous débattez ensemble, évidemment dans le respect total de l'égalité du temps de parole. 3 thèmes, mais 3 visions du monde. Comment vivre dans une société plus apaisée en matière de santé, de retraite, de religion, c'est-à-dire de la vie quotidienne, de la vie quotidienne. Comment vivre dans un pays plus souverain sur les questions de frontières, d'immigration, de sécurité d'Europe à l'heure où notre continent vit un conflit de très grande ampleur à 3 heures seulement de Paris. Et comment vit-on dans un pays qui doit créer de la richesse, qui doit maîtriser son budget, ses déficits et redistribuer du pouvoir d'achat. Voilà, vous connaissez le programme, il est ambitieux. Peut-être un petit mot sur le sentiment que vous avez sur cette campagne de deuxième tour, Jordan Bardella. Écoutez, c'est un moment important dans la vie du pays parce que dans quelques jours, les Français vont avoir à choisir leur président pour 2 projets de société qui sont radicalement différents. Peut-être le seul point d'accord que nous allons avoir ce soir, c'est que tout nous oppose sur la vision qu'on a de l'homme, sur la vision de la société. Et moi, je veux dire aux Français que s'ils ne vont pas à la politique, c'est la politique qui viendra à eux. Et donc pour cela, il faut voter. J'espère que le débat de ce soir va permettre de leur faire une fois de plus une idée supplémentaire des 2 projets que nous avons. C'est notre ambition, en effet. Olivier Véran. Nous aurons eu au moins un point d'accord ce soir avec Jordan Bardella. Je ne vais pas préempter la suite, mais oui, il y a 2 modèles de société qui s'opposent. D'ailleurs, ce n'est pas le même deuxième tour que le deuxième tour 2017, Macron-Le Pen. Beaucoup de choses ont changé. D'abord, nous avons traversé des crises historiques. La crise sociale, la crise épidémique, le conflit militaire aux portes de l'Europe. Et puis, la situation de la France n'est pas la même qu'en 2017. Et c'est ce que je vais aussi défendre ce soir. Factuellement, le chômage a baissé, les impôts ont baissé, les émissions de CO2 par la France ont baissé et les droits sociaux ont augmenté pour tous les Français. Donc le contexte n'est pas le même et pourtant nous avons effectivement cette ambition, tous les deux, vous et moi, de mobiliser les Français dimanche prochain pour qu'ils puissent s'exprimer à travers leur vote. Ce qui est un point fondamental. On va commencer et on va prendre les sujets de solidarité, précisément de santé d'abord, qui est un des sujets qui arrive en tête des préoccupations des Français aujourd'hui. On vient de traverser une pandémie historique. Jordan Bardella, pourquoi les Français auraient-ils été mieux protégés avec vous? Et dans l'avenir, pourquoi le seraient-ils? Parce que nous n'avons pas la même conception qu'Emmanuel Macron du service public. Pour M. Macron et son gouvernement, les services publics sont des entreprises où il faut tout miser sur la rentabilité. Ça n'est pas notre vision de la société. Le service public, ce n'est pas fait pour être rentable, c'est fait pour servir le bien commun. Et depuis maintenant près de 20 ans, on a fait des économies considérables sur l'hôpital. Plusieurs milliards d'euros ont été économisés sur l'hôpital public. Là encore, pour faire des économies dans une logique de rentabilité, nous avons malmené les soignants, qui sont, je le rappelle encore aujourd'hui, 10% en moyenne moins bien payés que l'ensemble des pays développés. Donc là encore, il y a un déficit important. Et puis parce que les soignants aujourd'hui sont à bout, il y a 40% des soignants qui veulent changer de profession. Donc nous, on a une vision radicalement différente. On considère qu'il faut mettre les moyens dans le service public et qu'encore une fois, il faut arrêter avec cette logique de rentabilité. Ça veut dire augmentation des salaires pour les soignants, ça veut dire donner beaucoup plus de moyens à l'hôpital public. Et nous portons une grande loi d'investissement de 20 milliards d'euros sur le quinquennat, moitié dirigée vers l'augmentation des salaires et le personnel, et l'autre moitié vers le développement de la télémédecine, des infrastructures et de la lutte notamment contre les déserts médicaux. Olivier Véran, réponse. Et qui s'appellerait Ségur de la santé. Jordan Bardella, au cours de la dernière année, nous avons mis en place 19 milliards d'euros d'investissement pour sauvegarder 3000 hôpitaux et EHPAD sur tout le territoire. C'est-à-dire que j'ai pu me rendre avec d'autres collègues, avec le Premier ministre, dans les territoires, et annoncer par exemple à Brignoles, là où il n'avait plus qu'une salle de bain pour 22 lits, c'est vrai, avec un hôpital qui était en déshérence, et où la population, comme les soignants d'ailleurs, qui se battaient pour leur hôpital, nous disait « on a le sentiment que l'hôpital, il va finir par fermer ». On leur dit « bah non, le Ségur c'est ça, c'est qu'on met des millions d'euros pour tout rénover, tout moderniser ». Par ailleurs, vous parlez de l'augmentation de salaire pour les soignants. 10 milliards d'euros pour 2 millions de soignants. 85% de femmes. Nous l'avons fait. Je vous interroge volontiers sur un point, Jordan Bardella. J'étais au Parlement, j'étais au banc comme ministre. Madame Le Pen, qui était députée Rassemblement National, a voté contre. Pourquoi est-ce qu'elle ferait demain ce que nous avons déjà fait, dans la mesure où, en plus, elle a eu l'occasion de soutenir au moins ce point-là, en disant on va donner un signal à nos soignants, à nos hôpitaux, et qu'elle ne l'a pas fait? C'est un peu facile ça, monsieur Véran.
C'est un peu facile de détruire l'hôpital public pendant 20 ans. Je crois qu'avant d'appartenir à ce gouvernement, vous avez, comme Emmanuel Macron, appartenu à un gouvernement socialiste qui, depuis 2013, a supprimé 27 000 lits à l'hôpital public. Donc, vous avez effondré l'hôpital public pendant près de 20 ans. Vous avez vu l'hôpital public comme une entreprise pour aller faire des économies sur les fonctionnements, sur le dos des soignants. Mais écoutez, pas qu'elle n'a pas voté, c'est qu'elle a voté. Si la France, excusez-moi, souvent elle n'est pas là, donc elle ne vote pas, mais là elle a voté contre. Si la France, non mais attendez, la France est une démocratie. On a encore le droit de ne pas soutenir le bilan du gouvernement. Moi, je ne veux pas être caution de votre gouvernement. Donc, je ne vais pas lancer des anathèmes ce soir. Je vais vous dire ce qu'on va faire. Je pense que tout ne se règle pas non plus à coup de moyens. Je vous ai parlé de cette grande loi de 20 milliards. Je pense qu'il faut aussi débureaucratiser l'hôpital public. Et vous savez que nous soutenons notamment une gestion bicéphale de l'hôpital. Je pense que le patron de l'hôpital, ça ne doit pas être un patron de chef d'entreprise. Il doit y avoir à la fois un médecin, une cogestion, à la fois un médecin qui gère le médical, qui gère les dossiers de fonds sur la santé, et à la fois un directeur qui gère toute la partie administrative. Mais on ne peut pas avoir une seule et même personne qui gère un hôpital comme si on gère une entreprise privée. Un directeur d'hôpital et un président de commission médicale d'établissement. C'est ce qui existe aujourd'hui. Alors, ça va pas trop technique pour les Français. Il faut vous avez un médecin, un directeur qui dirige ensemble un hôpital avec la commission médicale. Je voudrais vous dire autre chose. L'hôpital, pourquoi est-ce qu'il y a des lits qui ferment alors que vous savez qu'avec le Ségur, on fait tout pour rouvrir des lits, un maximum? Parce que vous en avez fermé pendant la crise sanitaire. Non, on n'a pas fermé de lit pendant la crise sanitaire. Vous en avez fermé. Jordan Bardella, on n'a pas fermé de lit pendant la crise sanitaire. Il y a des lits, des chambres doubles qui ont été transformées en chambres seules. Si vous êtes hospitalisé, ce que je ne souhaite pas, pour une maladie qui n'a rien à voir avec le Covid, vous ne serez pas forcément ravi d'être à côté d'un malade, lui, contagieux au Covid. Passons. Ce qu'il faut, c'est davantage de médecins, c'est davantage d'infirmières, davantage d'aides-soignants, davantage de numérique en santé. Nous avons en 2018, je vais être un petit peu pointilleux là-dessus et un peu insistant, mais c'est important. En 2018, nous avons pris la décision nécessaire. Nous avons arrêté d'empêcher des jeunes étudiants français d'apprendre et d'exercer la médecine en France. Nous avons supprimé le numerus clausus. Madame Le Pen... Vous avez attendu combien de temps pour Madame Le Pen a voté contre. 2018, c'était 6 mois après qu'Emmanuel Macron soit devenu président de la République. Nous avons augmenté cette année de 20 à 30% selon les régions le nombre d'infirmières et d'aides-soignants en formation. Oui, nous développons les coopérations. C'est pas seulement un bilan, Olivier Véran. Le programme, c'est donner envie. Alors 2022, donner confiance. Alors ce que nous ferons, on est sorti de la pandémie. Il y a peut-être d'ailleurs là-dessus 2018, c'est l'année où le gouvernement. Qu'est-ce que vous proposez? 2018, c'est l'année où le gouvernement a fermé 4500 lits. Au lendemain de l'élection présidentielle, il l'a annoncé, c'est dans le programme. Nous allons mettre autour de la table, d'ailleurs c'est fait tous les 15 ans, et c'est nécessaire de le faire maintenant, l'ensemble des usagers, des Français, des soignants et des élus locaux qui ont leur mot à dire en la matière, pour leur dire justement qu'est-ce qu'on peut encore simplifier. Vous avez parlé de débureaucratiser, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on va simplifier dans le quotidien de nos soignants, en ville et à l'hôpital? Je n'oublie pas la médecine de ville, on cite toujours l'hôpital. Alors, notre programme vous plaise, mais c'est pas votre programme, Jordan Bardella, pardonnez-moi. Si, c'est parfaitement notre programme. Nous avons un bilan que vous auriez pu avoir la courtoisie de partager avec nous, mais encore une fois, vos députés ont voté contre. Peu importe, on va continuer de progresser pour pouvoir lutter pied à pied contre les déserts médicaux. J'ai vu un maire il n'y a pas longtemps qui me disait, moi, vous savez, monsieur le ministre, j'ai fait un truc dans ma commune, je voulais vraiment qu'il y ait un médecin qui vienne. En l'occurrence, un médecin étranger d'ailleurs. Il faudra leur expliquer, si Mme Le Pen gagne à partir de lundi prochain, qu'ils n'auront plus les prestations sociales, qu'ils n'auront plus le droit au logement social quand ils arriveront avec leur famille en France. Passons. Mais la France n'est pas un guichet social, monsieur le ministre. 10% des médecins qui exercent dans notre pays sont des médecins diplômés à l'étranger. Donc, il va falloir leur expliquer comment on évite de creuser les déserts. La France n'est pas un guichet social, monsieur. Et oui, nous souhaitons réserver les prestations sociales aux familles françaises. On y reviendra, soyez pas impatients. Et ce maire me disait, on a mis en place un système où à la fois on le salarie pour une partie de son activité et à la fois il exerce en libéral. Il disait, c'est ce qu'il faudrait faire à l'échelle du pays. Ce que nous allons mettre en place avec ces états généraux de la santé, cette conférence des parties prenantes, c'est la capacité de diffuser partout sur le territoire les initiatives locales lorsqu'elles fonctionnent. Et on ne va pas traiter tous les territoires de manière uniforme. Réponse Jordan Bardella. Moi, ce que je vous reproche, monsieur le ministre, au-delà des propositions que j'ai pu esquisser tout à l'heure, on n'aura pas l'occasion d'en reparler, mais c'est d'avoir été... pendant maintenant près de 2 ans, d'avoir conduit une politique extrêmement brutale, une politique en matière de santé qui a été inhumaine et indigne. Quand vous mettez à pied 15 000 soignants sans salaire, parfois des mères et des pères de famille qui se retrouvent du jour au lendemain sans le moindre salaire et que vous mettez à pied en pleine crise sanitaire, c'est indigne et inhumain. Fermer des lits en pleine crise sanitaire, c'est indigne et inhumain. Tout ce que vous avez fait contre les soignants durant cette crise sanitaire a été extrêmement mal vécu par le personnel soignant. Quand, pendant la crise sanitaire, pendant le confinement, vous refusez à des familles d'aller rendre visite à leurs proches qui sont malades, soit dans les EHPAD, soit dans les établissements de santé, et nous avons d'ailleurs défendu à l'Assemblée nationale ce droit opposable et inconditionnel aux visites, c'est inhumain et c'est indigne parce qu'il y a des
des centaines, des milliers de Français qui n'ont pas pu aller dire au revoir à leurs proches. Et donc la politique que je vous reproche, c'est une politique qui a été extrêmement dure, qui a été extrêmement brutale. Donc oui, il faut mettre des moyens, oui, il faut débureaucratiser, il faut plus de personnel. Nous allons ouvrir également 10 000 postes de formation pour permettre d'augmenter le nombre de soignants. Évidemment qu'il fallait faire sauter ce numerus clausus, mais pourquoi avoir attendu si tard pour le faire, alors que vous et M. Macron, ancien socialiste, êtes au pouvoir depuis tant et tant d'années dans notre pays. Les 2 ans de la pandémie. Pourquoi avoir voté contre? Non, d'abord, dans une crise comme celle que nous avons connue et dont nous ne sommes pas encore sortis, même si on a tous beaucoup d'espoir dans la période actuelle, il faut prendre des décisions qui sont difficiles, Jordan Bardella. Oui, c'est une décision qui est difficile, de confiner les gens, de fermer les écoles, de fermer les commerces, de mettre à pied 15 000 soignants. C'est une décision difficile de mettre à pied des soignants, pas 15 000, Jordan Bardella, ça c'est dans vos rêves. Non, est-ce que vous allez les réintégrer, monsieur? Écoutez-moi, on va s'écouter toute la soirée, on a 1 heure devant nous. C'est une décision difficile qu'il a fallu prendre, d'empêcher des familles, oui, de pouvoir aller voir des personnes âgées très fragiles. Mais vous savez, parfois les décisions difficiles, elles sauvent des vies. Et quelqu'un qui était à la hauteur de la mission qui lui est confiée, comme le président de la République Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui est capable d'assumer, de prendre et d'expliquer des décisions difficiles parce que la crise le nécessite, parce que la crise l'imposait, parce qu'il y avait des dizaines de milliers de vies à sauver. Vous parlez de l'obligation vaccinale. Vous savez, vous parliez de l'hôpital aussi tout à l'heure. Vous le savez peut-être, je suis médecin hospitalier, je suis fonctionnaire de la fonction publique hospitalière, j'ai été aide-soignant en EHPAD avant, dans les EHPAD publics et privés. J'ai dédié toute ma vie à la santé dans ce pays, de différentes manières. Quand je suis arrivé à l'hôpital et qu'on m'a demandé de porter une blouse, c'était une très grande fierté. On m'a demandé de vérifier que j'étais bien vacciné contre des maladies qui étaient contagieuses et que je pouvais transmettre à des personnes fragiles qui n'ont pas demandé à tomber malades à l'hôpital. L'obligation vaccinale, elle fait partie intégrante des missions, des droits et des devoirs des soignants en exercice. Ce n'est pas quelque chose qui est du domaine de la lubie française. D'ailleurs, ça a été voté pour le coup à une très large majorité au Parlement. Nous réintégrerons bien sûr, lorsque nous le pourrons, Parlement peu représentatif. Bien sûr, lorsque nous le pourrons, les soignants, lorsque la situation épidémique le permettra, nous ne prendrons jamais de risque avec la vie des gens. Vous savez, la candidate que vous soutenez ce soir sur ce plateau encore, et la candidate qui nous expliquait début décembre 2020 que les vaccins ARN messagers, ce n'étaient pas des bons vaccins. Qui 3 semaines plus tard nous reprochait de ne pas utiliser suffisamment vite et tôt les vaccins ARN messagers. Qui 15 jours plus tard nous expliquait qu'il fallait utiliser le vaccin russe, pardon, c'est comme ça, c'est peut-être pas un hasard, le vaccin Sputnik dont même les Russes ne veulent pas aujourd'hui. C'est la candidate qui où le vaccin français, c'est la candidate qui tweetait et qui s'exclafait dans la presse en me reprochant de ne pas avoir autorisé les médecins à prescrire à tire-larigot de la chloroquine dont aujourd'hui, avec le recul, plus personne ne parle parce que c'est un traitement qui était inefficace et potentiellement dangereux. Mais monsieur Véran, dites ça à vos amis parce que pour l'instant, les seules personnes que je connaisse qui ont utilisé de la chloroquine sont messieurs Muselier et Estrosi qui étaient au premier rang du meeting d'Emmanuel Macron. Donc je vous appelle à un peu plus d'humilité. Nous avons défendu la liberté de prescription des médecins. Jordan Bardella, et moi, je vous demande des comptes ce soir. Vous savez, j'ai de la mémoire. Il est où le vaccin français, monsieur Véran? Il est où le vaccin français, monsieur Véran? Parce que vous vous jetez beaucoup de fleurs. Et moi, je ne pleurerai pas sur les responsabilités, sur le poids des responsabilités qui sont les vôtres. Parce que n'oubliez pas... Non, moi, je ne suis pas là pour parler du rôle des uns et des autres. Vous ne répondez pas à mes questions. Non, mais je ne suis pas là pour répondre à vos questions. Je suis là pour vous rappeler qu'il y a des soignants dans cette crise épidémique qui ont été en première ligne, qui ont attrapé le Covid. Et pour beaucoup de ces personnes que vous avez mises à pied, la plupart ont attrapé le Covid. Parce que, voyez-vous, dans cette première partie de crise, les soignants que vous avez envoyés en première ligne, ils n'avaient pas de masque, ils n'avaient pas de protection, ils n'avaient pas de matériel pour se protéger et dont la plupart étaient obligés de se mettre des sacs poubelles pour pouvoir se protéger. La vérité, c'est que pendant des années, les Français ont cru que le modèle de santé français était l'un des meilleurs, était un joyau mondial. La vérité, c'est que vous avez tiers-mondisé notre système oui ou non? Est-ce que vous avez vu Attention, pas les deux en même temps. Jordan Bardella va finir. Non, Olivier Véran, attendez. Je vais pas y arriver. Olivier Véran, attendez, va finir. Finissez. Vous avez un tout petit peu de retard. Le français a tenu grâce au dévouement des soignants. Il a tenu grâce au dévouement des médecins. Et ce n'est pas grâce à votre soutien qu'ils ont tenu parce que vous les avez laissés en première ligne et que vous les avez abandonnés sans matériel de protection. Permettez-moi de vous rappeler que la France est le seul pays du Conseil de sécurité de l'ONU à ne pas avoir été en capacité de fabriquer un vaccin. Il y a des start-up françaises comme Valneva, la start-up nantaise, qui avait proposé de produire un vaccin, de fournir un vaccin au peuple français. Vous avez refusé d'investir dans Valneva. Résultat, ce sont les Britanniques qui ont dû investir et le vaccin est parti en Grande-Bretagne. Donc, vous avez été piteux du début à la fin dans cette gestion sanitaire. Vous avez infligé à tout le monde, sans la moindre mesure, sans la moindre rationalité,
des restrictions de liberté, et notamment aux jeunes que vous avez enfermés des mois durant, alors qu'on sait qu'ils, et on le savait dès le début, contractaient des formes peu graves du Covid-19. Donc oui, vous avez une responsabilité dans cette crise. Et moi, je n'oublie pas, que M. Macron, dès le début de l'année 2021, a rendu visite au professeur Raoult pour s'intéresser à son traitement contre la chloroquine. Donc là encore, je vous appelle à beaucoup d'humilité. Et moi, j'aimerais, en revanche, si vous me le permettez, vous poser une question. Comment se fait-il que le cabinet McKinsey, qui vous a conseillé sur la politique vaccinale, à qui, depuis le début de ce quinquennat, vous avez donné des fortunes, des millions d'euros d'argent public après que ces mêmes personnes aient conseillé Emmanuel Macron bénévolement dans le cadre de sa réélection, McKinsey a conseillé en même temps, Pfizer et le gouvernement français pour des résultats qui étaient pitoyables. Alors, la réponse d'Olivier Véran. Juste, j'en termine pour que ce soit parfaitement clair. Le rapport du Sénat, pointe la question des conflits d'intérêts. Et je pense que dans les années qui viennent, on va apprendre beaucoup de choses sur la manière très sombre dont vous avez géré ces conflits d'intérêts et dont vous avez géré cette crise sanitaire. Vous avez 20 secondes d'avance. Okay. C'est à vous maintenant de répondre. Je vais faire une réponse courte. D'abord, pardonnez-moi, avec la démagogie, on ne sauve pas beaucoup de vies, Jordan Bardella. Personne ne peut nier que c'était des décisions difficiles à prendre dans une crise. Personne ne nie l'implication, la vocation des soignants qui ont sauvé beaucoup de vies, et ils savent, et les Français savent ce qu'ils leur doivent, évidemment, et le soutien que nous apportons à notre système de santé aujourd'hui. Vous avez dit beaucoup de bêtises, pardonnez-moi, sur Valneva, etc., mais je laisse les Français qui s'intéressent à ces questions-là me dire combien d'injections de Valneva il y a eu dans le monde 2 ans après la pandémie, et alors que nous sortons peut-être de cette pandémie, vous verrez, il n'y en a pas beaucoup. Vous verrez, monsieur. Et le vaccin français. Attendez, Jordan Bardella. Ensuite, j'ai bien compris que les cabinets de conseil, parce que j'ai déjà entendu ça plusieurs fois, j'imagine que si ça s'appelait pas McKinsey, mais je ne sais pas, moi, Moscou Conseil, ça poserait peut-être moins de difficultés. Il faut arrêter avec cette démagogie. Il y a de l'aide qui est existante, on la prend quand on en a besoin. Il se trouve que cette société de conseil a mis en place les centres de vaccination en Angleterre et a mis en place les centres de vaccination en Allemagne. Il ne vous aura pas échappé au début de la campagne vaccinale qu'on avait un petit peu de retard avec Morissette par rapport à nos voisins allemands et anglais. Ah non, j'ai aucune difficulté. Si, vous avez un peu de mal sur ce sujet-là. Ah non seulement parce que voyez-vous, la représentation nationale qui a travaillé souligne d'éventuels conflits d'intérêts. Vous passez à côté de l'essentiel. Non, mais je vous réponds à personne dans les gens qui nous regardent. J'essaie de terminer ma phrase, Jordan Bardella. Je trouve que vous passez à côté de l'essentiel. Laissez-le finir. L'enseignement qu'on doit tirer collectivement de cette pandémie, si vous me demandez un enseignement, c'est la solidarité des Français et le courage des Français. Parce qu'ils ont tenu bon, parce que c'était pas simple. Parce qu'ils se sont protégés eux-mêmes, ils ont protégé les autres. Parce qu'il y a des gens dans des petites bourgades à côté de Bordeaux qui étaient dans leur jardin, qui ont accepté de se confiner, aussi pour sauver la vie de personnes qui vivaient dans des grands appartements à Paris, là où le virus circulait le plus. Ce courage, cette solidarité, vous savez, vous n'arriverez pas à l'effacer avec les invectives. Voilà, ça c'est un chapitre que nous avons. Je vois pas le rapport avec McKinsey, mais... la réponse a été donnée. Je l'ai pas entendu, mais... vous pouvez la répéter si vous voulez. Excusez-moi, McKinsey a qui au passage, parce qu'en travaillant avec McKinsey, depuis 2 semaines avec les cabinets de conseil, les Français, non, je vous le laisse. Non, c'est pas moi, c'est le parquet national financier qui s'est saisi de l'affaire. Donc c'est pas moi, c'est le parquet national financier et c'est la commission d'enquête du Sénat. Donc je sais que pour vous, mélangez pas tout. Vous savez que vous êtes en train de Je sais que la démocratie vous pose problème et que des parlementaires libres, indépendants puissent travailler sur vos peut-être hypothétiques conflits d'intérêts, mais je vais vous dire, moi, qu'une boîte, un cabinet privé américain, à qui vous filez au passage la totalité des données françaises, puisque vous savez que McKinsey est un cabinet américain qui répond au Patriot Act et qui détient donc la plupart des données françaises avec qui elle a eu l'occasion de travailler. Ce n'est pas un gloobie-boulga, c'est extrêmement factuel. Deuxièmement, qu'un cabinet de conseil privé... Alors, c'est bon, alors, je vous pose une question. Non, j'en termine. Qu'un cabinet de conseil privé qui a conseillé Emmanuel Macron en 2017 bénévolement, qui lui a permis d'être élu bénévolement, à qui vous donnez ensuite des marchés publics et qui, ces marchés publics sont également attribués par le principal prestataire à qui vous achetez des vaccins, je suis désolé, mais si vous ne voyez pas le problème, c'est extrêmement inquiétant pour l'état de la démocratie française. On est parfaitement, pardonnez-moi, dans le style et le ton, je pense qu'on peut baisser un petit peu d'ailleurs ce soir, qui vous caractérise et qui caractérise votre campagne et votre parti. Mais répondez sur Dénigrer, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Monsieur Bardella, quelles données aurait eu à connaître McKinsey concernant les Français? Et quel lien avec le Patriot Act américain? McKinsey est un groupe qui nous a fourni des ingénieurs, des logisticiens, qui, intégrés aux équipes du ministère, ont permis en place de faire des réseaux logistiques de transport, de seringues et de vaccins, des centres dans lesquels ils étaient stockés vers les centres dans lesquels ils étaient injectés. Pardonnez-moi, si vous pensez vraiment ce que vous dites, mais je ne crois pas que vous le pensiez. Et beaucoup de Français le pensent. Je crois que vous avez cette espèce de doudou que vous essayez d'agiter, mais ça ne marche pas. Non, pas du tout. Vous voyez bien, vous ne répondez pas sur le fond.
Pour que les Français qui nous écoutent comprennent bien, à partir du moment où on travaille avec un cabinet privé américain, mais il est pas... le cabinet privé américain répond à la loi, juste pour que les Français comprennent, répond à la loi américaine. À partir du moment où ce cabinet répond au Patriot Act, le gouvernement américain peut, du jour au lendemain, et sans la moindre hésitation, demander les données de cette entreprise. Quelles données Madame Bardella, quelles données? Le nombre de flacons envoyés de Mont-de-Marsan à Aigues-Mortes? Quelles données? Oui, les données des utilisateurs français. Alors, la solidarité. Arrêtez. La solidarité, on a eu le sentiment de la part des électeurs de gauche, Olivier Véran, mais aussi de ceux de Marine Le Pen, puisqu'ils se sont exprimés au premier tour, que votre quinquennat n'aurait pas tenu ses promesses en matière de solidarité sociale. Alors, ce que vous proposez pour le quinquennat à venir, ça s'appelle la solidarité à la source, mais est-ce que c'est cela vraiment qui peut faire progresser la solidarité en France? D'abord, ce n'est pas moi qui pourrais vous dire autre chose. En matière de solidarité, on n'en fera jamais assez. Il y a de la pauvreté dans notre pays. Il y a des gens qui vivent dans la misère. Il y a des gens qui travaillent et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc on doit faire plus pour la solidarité. En matière de bilan, on n'a pas à rougir de ce qu'on a fait, rien qu'au cours de la dernière année. Pour les femmes qui sont avec des enfants, qui ne touchaient pas la pension alimentaire, c'est un versement automatique. Marine Le Pen a voté contre. Pour plus de 10 millions de Français déjà qui ont bénéficié de prothèses auditives, dentaires, de lunettes, il n'y a plus de reste à charge. C'est devenu des soins de fait gratuits. Marine Le Pen a voté contre. Nous avons protégé les plus fragiles pendant la crise sanitaire en envoyant des chèques aux étudiants parce qu'ils ne pouvaient plus avoir les petits boulots, les petits jobs. Nous avons mis en place la stratégie pauvreté avec le dédoublement des classes dans les quartiers populaires, les petits déj gratuits à l'école parce que quand vous avez le ventre vide et que vous allez à l'école, vous apprenez moins bien. Demain, nous avons une promesse que nous faisons aux Français. Nous allons éradiquer le non-recours aux prestations sociales. Ça concerne potentiellement 20 millions de Français. Ça veut dire que de la même manière qu'il est simple, automatique et peu tatillon aujourd'hui de déclarer et de payer ses impôts, c'est directement prélevé d'ailleurs à la source, demain ce sera simple de recevoir les prestations sociales, les aides au logement, les aides familiales, les aides sociales, les aides sanitaires auxquelles les familles peuvent prétendre lorsqu'elles sont avec des niveaux de revenus qui sont insuffisants. Je le redis, potentiellement 20 millions de Français. C'est un gros chantier. C'est un très gros chantier, mais de la même manière que nous avons fait le prélèvement à la source, cette solidarité à la source réussira. Jordan Bardella. La vérité, c'est que la réélection d'Emmanuel Macron va entraîner 5 ans de plus de saccage social. Il y a un Français sur 4 aujourd'hui qui ne mange plus à sa faim ou qui est contraint de sauter des repas parce que le prix de l'alimentation est devenu exorbitant. Il y a un Français sur 5 qui renonce à se chauffer, qui a renoncé à se chauffer l'hiver dernier parce que là encore, les factures de gaz et d'électricité sont devenues exorbitantes. Marine Le Pen a fait le choix d'être la candidate du pouvoir d'achat, une solidarité que l'on souhaite nationale. Vous avez raison de rappeler que nous ne considérons pas la solidarité nationale comme une solidarité internationale et que nous souhaitons réserver les prestations sociales aux Français. Parce que nous avons, et c'est l'héritage que vous laissez, un pays avec 10 millions de pauvres, avec 6 millions de chômeurs, 17 000 emplois industriels en moins depuis 2017, et des Français qui, aujourd'hui, n'arrivent plus à boucler les deux bouts. Pour beaucoup de Français, c'est plus le reste à vivre, c'est devenu le reste à survivre. Et cette société à l'euro près, nous n'en voulons pas. Il y a des millions de Français qui, le soir, avant de se coucher, regardent sur Internet les bons de réduction qu'ils peuvent utiliser pour avoir moins à payer dans leurs courses. Donc, nous allons prendre beaucoup de mesures pour le pouvoir d'achat. C'est un engagement très fort. Le premier engagement que nous prenons est notamment, vous le savez, l'abaissement de la TVA de 20% à 5,5% sur l'ensemble des énergies, le carburant, l'électricité, le gaz, le fioul, pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Sur une facture annuelle, par exemple, de gaz, c'est 350 € courant aux Français. Restons sur les prestations sociales que vous souhaitez réserver aux Français. Et alors, attendez, j'en termine. C'est une forme d'économie dans votre 16 milliards d'euros. J'en termine, nous doublerons également. 16 milliards d'euros, mais est-ce que c'est ça? Il y a beaucoup d'économistes qui contestent ce chiffre. Oui, des économistes qui soutiennent Emmanuel Macron, c'est pas surprenant, mais nous doublerons également les aides aux familles monoparentales. Parce que, voyez-vous, il y a un quart des familles qui sont aujourd'hui des familles monoparentales dans notre pays et beaucoup de mères de famille qui sont obligées de cumuler plusieurs jobs, qui n'arrivent plus, elles non plus, à faire face et qui doivent choisir à la fin du mois entre s'acheter un vêtement ou acheter un vêtement pour leur enfant. Donc nous doublerons et nous prendrons un engagement très fort dès les premières semaines du quinquennat de doubler les aides aux familles monoparentales. Et puis j'en reviens sur la question du handicap parce que je pense que c'est une question qui est très importante. Beaucoup de Français en situation de handicap qui ont toujours le sentiment d'être exclus, d'être à côté. Nous déconjugaliserons l'allocation adulte handicapé pour permettre que le calcul ne soit plus fait sur le couple, mais directement de manière individuelle, parce que je pense que c'est une vraie mesure de justice sociale. Voilà, vous êtes exactement à égalité de temps et vous allez répondre. Je vais répondre. D'abord, on parlera peut-être de pouvoir d'achat tout à l'heure, mais sur les prestations sociales que vous voulez retirer aux étrangers, parce que ça, c'est souvent ce que vous sortez comme ça, très, très à l'emporte-pièce. Qu'est-ce que ça veut dire ? La sécurité sociale, elle a été fondée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale par un communiste, Ambroise Croizat,
quelqu'un qui était plutôt de droite, Pierre Laroque, sous l'égide du général de Gaulle, avec un principe intangible qu'on suit depuis tout le temps, qui est « je cotise en fonction de mes moyens et je reçois en fonction de mes besoins ». Avec la mesure que propose Marine Le Pen, pour des étrangers qui sont en situation régulière et qui travaillent, c'est « je cotise en fonction de mes moyens et je ne reçois plus rien ». C'est-à-dire que ces personnes-là vont cotiser à perte. Ah ben si, excusez-moi, si, c'est exactement ce qui est écrit, c'est comme ça que vous faites. Il y aura un délai de carence pour un étranger qui veut bénéficier par exemple du RSA. Un délai de carence. Aujourd'hui, vous savez que c'est 5 ans de présence sur le territoire. Nous conditionnerons non pas à 5 ans de présence sur le territoire, mais à 5 ans, temps de travail, temps plein. Oui, donc pendant 5 ans, ils cotisent à perte. Et vous cotisez pour des prestations que vous ne recevez pas. Qu'est-ce que j'explique à ce couple qui est arrivé du Liban l'année dernière, qui a quitté la misère qu'on connaît là-bas, qui travaille à l'hôpital, qui ont un salaire qui est au niveau du SMIC, mais qui rendent bien service, je peux vous le dire, à l'hôpital, qui ne sont donc pas français tous les deux, qui ne sont pas là depuis 5 ans, qui sur leur feuille de paye se voient prélever tous les mois, de la même manière que c'est le cas d'ailleurs pour tous les salariés dans ce pays, des prélèvements sociaux, et qui, si Marine Le Pen est élue dimanche prochain, ne recevront plus la prime de naissance pour leur deuxième qui va arriver, ne pourront plus prétendre avoir un logement social, puisque Marine Le Pen explique qu'il n'y aura plus de logements sociaux, ce sera priorité pour les Français et plus pour eux, qui n'auront pas l'allocation de rentrée scolaire pour leurs petits. Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on leur envoie comme signal? Et qu'est-ce qu'on espère avoir en retour de la part de ces gens-là qui nous rendent service dans notre pays? L'immigration économique, elle est fondamentale. L'immigration liée à la recherche aussi. Moi, j'étais élu d'un territoire, l'Isère, Grenoble. Les entreprises sont internationales. Vous avez énormément de travailleurs étrangers qui viennent. Si vous n'avez plus demain de travailleurs dans la manufacture, vous n'avez plus d'ouvriers, vous n'avez plus de chauffeurs, de livreurs, de femmes de ménage, ce sont nos villes qui ne survivent plus. Si vous n'avez plus les médecins étrangers, les infirmières, les aides-soignantes, ce sont nos vies qui ne vont plus suivre. Donc, Jordan Bardella, cette proposition, elle est non seulement injuste, elle est contraire quand même à la Déclaration des droits de l'homme. Je sais que ce n'est pas un problème pour vous. Elle est contraire à la Constitution. On a tous compris que ce n'était pas un problème pour vous. Mais enfin, elle n'est pas humaine. Elle n'est pas crédible. Personne ne fait ça. Alors, réponse. Et elle ne rapporterait pas 16 milliards d'euros. Votre altruisme vous honore, monsieur le ministre. Mais voyez-vous, nous ne sommes pas missionnés par le peuple français pour nous occuper de familles libanaises que je respecte parfaitement, mais pour nous occuper en priorité du peuple français. Alors, s'il y a de la place pour accueillir des gens qui viennent dans notre pays, pour travailler, pour aimer notre langue, pour participer de cette même communauté de destin, eh bien, ils pourront venir. Mais quand on a dans un pays, et c'est aussi votre bilan, et je l'ai dit tout à l'heure, 10 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs, et un Français sur 4 qui n'arrive plus à se nourrir correctement, qui est contraint de sauter des repas, eh bien, pardon de penser d'abord aux familles françaises avant de me penser à un altruisme qui dépasse les frontières et qui viserait à prendre en charge la misère du monde entier. C'est donc, contre-productif. je l'assume. Mais ça n'est pas si c'est pas humaniste, regardez d'un point de vue économique, ce couple-là, il cotise. Non, mais vous ne me convaincrez pas, monsieur Véran. Non, mais monsieur Véran, je vais vous rassurer. Il paye de la TVA des taxes, il participe à l'économie de la nation. Je vais vous tranquilliser, vous ne me convaincrez pas. Parce que moi, j'ai la conviction que je dois aider les miens. Mon raisonnement, c'est que je dois aider les miens d'abord. Mais l'impact est négatif sur les Français. Non, ce n'est pas un impact négatif. Parce que l'impact est négatif sur les Français. L'hôpital va devoir se passer de ce couple libanais qui rend bien les services. Je peux vous dire qu'on est très content de les avoir dans cet hôpital. Et par ailleurs, ils ne contribueront plus à la richesse de la nation. Le travail, ça n'est pas le problème. Mais la France n'est pas un hall de gare. Plus de prestations. La France n'est pas un guichet social. La France n'est pas là pour accueillir toute la terre entière. Donc, je l'assume. Si nous arrivons à la tête de l'État, nous réserverons les prestations sociales aux familles françaises. Il ne s'agit pas de faire des distinctions. Vous avez la carte d'identité française. Vous pourrez bénéficier de la solidarité nationale. Et je vais même vous dire mieux. Les étrangers cotiseront à perte. On est d'accord. Non, mais confirmez. Un étranger cotisera pour l'assurance chômage ou pour l'assurance maladie ou pour la prime de naissance. Et pour bénéficier, il cotise, on lui prélève, mais on lui verse rien. Et pour bénéficier de prestations sociales, il faudra justifier de 5 ans de travail temps plein sur le territoire national. Et je vais même vous dire, dès les premiers mois du quinquennat, nous allons faire voter, encore une fois par le peuple français, un grand référendum sur la question de l'immigration. Dans ce projet de loi que nous allons soumettre aux Français, il y aura la priorité nationale. Cette priorité nationale que nous voulons intégrer dans la Constitution, elle vise à donner une priorité d'accès aux citoyens français sans aucune autre distinction, à l'emploi ou à l'accès au logement. Parce que, pardon de vous dire, monsieur Véran, mais dans le logement, et notamment dans les HLM, s'est instaurée aujourd'hui une véritable préférence étrangère, où il y a beaucoup de familles françaises qui sont dans l'attente de logements sociaux et qui ont un peu le sentiment qu'il faut perdre sa carte d'identité française pour pouvoir bénéficier d'un logement social. Donc je conteste cette logique-là. Et je pense que les familles françaises qui tombent dans une grande difficulté parce qu'elles sont chez elles et parce qu'elles travaillent, elles doivent avoir une priorité dans l'accès au HLM. J'ai lu que Mme Le Pen disait on va restituer 600 000 logements sociaux aux Français en donnant la priorité nationale. De deux choses l'une, Jordan Bardella. Ou
vous expulsez les étrangers qui occupent ces logements. Il faut m'expliquer ce que vous en faites. Est-ce que c'est les bidonvilles ou les charters? Mais ce n'est pas 600 000 familles. Mais j'ai entendu Mme Le Pen encore aujourd'hui dire on n'expulsera personne, on attend qu'ils partent et on récupère leur logement qu'on donne à des Français. Est-ce que vous avez une idée du taux de renouvellement du parc HLM, par exemple, en Île-de-France? Non, mais c'est pas le taux de renouvellement qui m'intéresse. Moi, je vais vous donner un chiffre de l'INSEE. Non, mais attendez. 31%. Je vous pose une question. 31%. Non, mais on n'est pas un cours de maths. Non, mais moi, je vais vous mettre tranquille. Il faut 20 ans, Jordan Bardella. Jordan Bardella, il faudrait 20 vous savez quoi? sans expulser les familles étrangères pour avoir un résultat de cette proposition phare de Marine Le Pen. Pas du tout. Vous voyez que le Front National n'a pas changé. Le Rassemblement National n'a pas changé. En réalité, c'est cette politique contre les immigrés. Vous voyez, la différence entre vous et moi, c'est que le HLM, ça doit être temporaire. C'est qu'on ne doit pas passer sa vie dans un HLM. Parce qu'il y a beaucoup de familles françaises qui sont dans le besoin, qui utilisent un HLM parce que le HLM est une aide sociale. Et c'est donc bien normal qu'il soit donné en priorité aux Français. Mais le but n'est pas de rester toute sa vie dans un HLM. Il faut recréer un parcours résidentiel. Il faut créer du logement intermédiaire. Il faut permettre, là encore, à ces familles de pouvoir s'élever par la méritocratie républicaine, là où vous avez déclassé les classes populaires et que vous continuez à déclasser les classes moyennes. Je vais vous donner un chiffre. Vous êtes surpris? On va avoir un deuxième point commun ce soir. On va avoir un deuxième point commun ce soir. Boudez pas votre plaisir. Manifestement, on va avoir un deuxième point commun ce soir. 31%. Je termine et je vous laisse la parole sans problème. 31% des immigrés selon l'INSEE occupent aujourd'hui un HLM. Donc oui, je pense qu'il y a une préférence étrangère et je pense que parce que le logement est une aide sociale, il doit être réservé aux familles françaises. Réponse. Bon, j'allais vous dire, on a presque un point commun. C'est que je considère comme vous que les tours HLM des années 60-70, les bâtiments, le modèle de Corbusier du SAS pour entrer dans les villes, on va parquer des gens presque par nationalité, est un modèle qui ne permet pas d'atteindre la méritocratie républicaine et qui ne permet pas aux gens de s'élever dans la société. Je pense que vous ne trouverez pas grand monde pour ne pas être d'accord avec ça. Je vous dis juste qu'il y a deux méthodes. Il y a la méthode qui consiste à dire, ces gens-là, ils ont apporté au pays dans les années 70, 80, 90. Aujourd'hui encore, on est content d'avoir des ouvriers dans le BTP. On est content d'avoir des gens qui occupent des emplois aujourd'hui pour lesquels il est très difficile de recruter en France. Très difficile, et vous le savez. Parce que les salaires sont trop bas. Il faut augmenter les salaires, monsieur Véran. Attendez, vous avez une façon qui consiste à dire, on va rénover, et c'est ce que nous voulons faire, tout le bâtiment urbain pour casser ces tours, pour permettre de créer de la mixité sociale, parce qu'on croit qu'un modèle est possible, où moi, avec quelqu'un qui a une éducation catho, peut vivre à côté de quelqu'un qui a une autre religion et qui a d'autres origines. Ben, c'est possible en France comme c'est possible ailleurs dans le monde. C'est pas être béni oui ou angélique. Et vous avez un modèle qui consiste à dire, écoutez, déménager au Franc-Moisin à Saint-Denis pour montrer l'exemple. Il y a un autre modèle qui consiste à dire, on n'y arrivera pas, c'est foutu, on n'a pas vraiment essayé. Mais finalement, le plus simple, c'est quand même de dire à ces gens-là, vous n'aurez plus les prestations logement, vous n'aurez plus d'ailleurs l'aide au logement, d'ailleurs, vous n'aurez plus de logement tout court, mais on ne va pas forcément vous expulser, donc on va voir ce qui va se passer. Je ne sais pas quelle société vous êtes en train d'imaginer ou de dessiner, je crois que vous ne dites, sincèrement, je crois que vous ne dites pas tout du projet qui est le vôtre. C'est-à-dire ? Je vous demande ce que vous faites des 600 000 familles qui vont évacuer les logements sociaux. Croyez-moi, monsieur Véran, quand on a quelque chose à dire au Rassemblement national, on le dit, je pense qu'on est connu pour ça depuis 30 ans. Qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites de mon couple libanais? Qu'est-ce que vous leur dites, les yeux dans les yeux? Non, mais je ne connais pas votre couple libanais, donc on en parlera après. On en parlera peut-être après dans le détail. Mais s'il n'y a plus de parcours, on fera quelque chose pour lui. S'il n'y a plus de mixité dans ces quartiers, parce que je sais très bien ce que veut dire le terme mixité dans votre bouche, s'il n'y a pas de mixité dans ces quartiers, c'est parce que ces quartiers sont submergés par l'insécurité, sont submergés par les violences, sont submergés par les trafics de drogue. Et je connais très bien ces quartiers parce que j'ai grandi dans une cité HLM. Et il y a beaucoup de gens qui vivent dans ces quartiers qui rêvent que d'une chose, c'est d'en partir parce que, voyez-vous, les familles modestes et les familles françaises, elles sont prisonnières de la violence, elles sont prisonnières de la sécurité. Le problème, c'est pas l'urbain. Ni vous ni moi, je vous le confirme, vous pourrez mettre dans un quartier populaire difficile avec de l'insécurité d'un quartier du grand ville. J'en suis parti. Donc qu'est-ce qu'on fait? Pas pour y retourner. Qu'est-ce qu'on fait? On se bat pour les gens, on se bat pour un modèle de société. Avoir cette chance et beaucoup se sentent complètement oubliés et se sentent complètement abandonnés au trafic de drogue. Nous, on propose de dédoubler les classes. On propose de dédoubler les classes comme nous l'avons fait pour que les petits, quand ils ont 2 ans ou 3 ans, qui sont nés pas sous la meilleure étoile en France, dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, eh bien, ils puissent avoir accès à l'éducation, pour qu'ils puissent demain avoir un emploi. Et on monte en compétences, et on monte en gamme. Oui, on assure un logement aux familles, pour que les petits puissent grandir, et que demain, ils puissent devenir des citoyens. On n'encourage pas la haine et la détestation de la République en faisant sentir à ces personnes qui ne seraient que des sous-citoyens ou des citoyens de seconde zone. On se bat, Jordan Bardella. On se bat. La richesse. Non, mais là, vous enfilez des perles, monsieur Véran. Il n'y a pas un pays qui fonctionne différemment. Il n'y a pas un pays qui fonctionne différemment que dans la capacité d'intégrer les gens en mettant le paquet sur l'éducation. Ce qui ne veut pas dire... Je vais vous dire un truc. Ma famille à moi aussi, vous êtes né dans un HLM. Ma famille, comme beaucoup trop de familles françaises dans ce pays, a été victime d'insécurité la plus bête, la plus méchante, la plus sordide qui soit.
Je sais très bien ce que c'est que le statut de victime, je sais très bien ce que c'est que le statut de bourreau. Je sais la lenteur parfois de la justice et je sais les difficultés que peuvent rencontrer les victimes. Donc la lutte contre l'insécurité, c'est de tous les instants. Et vous ne trouverez pas chez moi un discours béni oui-oui. C'est pas parce que je viens de gauche, vous savez que la sécurité ne compterait pas. C'est tout l'inverse. On se bat pour ça. Mais on se bat aussi pour les gens. Vous avez fait quoi? On se bat pour les gamins, on se bat pour les gens. Jordan Bardella. On fait en sorte que les gamins n'arrivent pas le ventre vide à l'école. On fait en sorte que quand ils puissent pas payer la cantine, on la mette à 1 €. Vous allez dire, c'est un effort de la solidarité nationale? Eh bien oui, mais laisser des gamins le ventre vide parce qu'ils peuvent pas manger, aller se gaver au fast-food pour ensuite regretter qu'ils sont obèses, ça va pas nous faire avancer. Alors la réponse de Jordan Bardella. Le problème de ces quartiers-là, et allons parlons clairement des choses, le problème des banlieues, le problème de ce que vous appelez, vous, les quartiers populaires, même si moi je ne résume pas le peuple à ces territoires, c'est pas le coup de peinture sur les immeubles, c'est pas le dédoublement des classes, c'est pas la cantine à 1 €. C'est qu'il y a dans des écoles de Seine-Saint-Denis parfois 25 nationalités différentes. Et qu'aujourd'hui, l'éducation nationale est complètement submergée, complètement dépassée. C'est que les moyens de l'État, là-bas, sont complètement, que ce soit les infrastructures, que ce soit la police, que ce soit les infrastructures de santé à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, où tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, il y a des soignants qui sont agressés par un climat d'impunité, où on voit se passer là-bas des choses qu'on voit dans aucun autre département. On voit revenir des excisions. Qu'est-ce que vous faites concrètement? D'abord, j'arrête l'immigration. J'arrête l'immigration parce que, voyez-vous, il y a beaucoup de gens dans ces quartiers-là qui, quand ils sont arrivés dans les années 60 ou 70, ont fait cet effort exigeant, ma famille en fait partie, d'aimer la France, de s'assimiler, de s'intégrer, de respecter les institutions. Or, ces personnes-là voient aujourd'hui d'autres personnes arriver et ne plus faire cet effort exigeant que eux ils ont fait. Sauf que quand un rapport parlementaire nous dit que dans mon département de la Seine-Saint-Denis, l'État est incapable de déterminer à 500 000 habitants près le nombre d'habitants de ce département. Ce rapport parlementaire, qui est sorti, je crois, juste avant la dernière élection présidentielle, il nous dit que dans ce département d'1 500 000 habitants, il pourrait y avoir jusqu'à 25% de la population qui serait présente de manière clandestine, c'est-à-dire 500 000 personnes. Donc la situation migratoire est tellement hors de contrôle dans ces quartiers aujourd'hui que l'État est lui-même incapable de déterminer le nombre d'habitants. Et quand on aura fait cela, on pourra s'occuper là-bas de ces personnes qui attendent le retour de l'ordre, le retour de l'insécurité et qui sont piégées parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller ailleurs par l'explosion de la violence. Je vais répondre à Jordan Bardella. Oui, Vous avez bien la Seine-Saint-Denis. Je trouve que moi aussi, j'ai accompagné plusieurs fois le Premier ministre dans le cadre du grand plan Seine-Saint-Denis. Moi, j'y ai grandi. Oui, et j'y ai passé 20 ans de ma vie. C'est très bien. Vous allez voir, ça a peut-être changé depuis quelques années. Parce qu'on on investit énormément dans le service public. Vous avez parlé de sécurité. On a 10 000 agents de sécurité en plus sur le territoire. Et on a augmenté de 10 milliards le budget de la police. On va créer 200 unités de mobiles de gendarmerie supplémentaires. Dans le prochain mandat, 15 milliards de plus. C'est-à-dire plus que ce qu'il y a dans votre propre programme pour la sécurité. Ben si, c'est factuel. Vous n'aimez pas les chiffres, mais ils sont là, ils sont têtus, les chiffres. Vous savez, ils sont comme ça. Ils sont écrits, ils ne bougent pas. On a un budget qu'on consacre à la sécurité qui est plus important que celui qui est dans le programme de votre candidat. Et sur l'immigration non contrôlée, Olivier Véran, qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous prévoyez? Notamment dans les transports, par exemple, aux heures de pointe, là où on sait que les agressions sont les plus fréquentes. Ce qui n'empêche pas d'avoir les deux volets. On parle des chiffres de l'agression dans les transports d'Île-de-France. Moi, je considère le problème dans son ensemble. Oui, mais vous n'agissez pas, c'est ça que je vous reproche. Arrêtez de me couper 2 secondes. Vous parlez comme si vous étiez vous venez d'y arriver en politique, vous êtes au pouvoir depuis 5 ans. Je ne vous coupe pas. Laissez-moi parler. Allez-y. Je vous explique que le problème de l'insécurité n'est pas un problème qu'on peut résoudre à coup de grandes formules et à coup de démagogie. Ça n'existe pas. Ou alors vous m'expliquez ce que vous faites de cette population dont vous parlez dans la Seine-Saint-Denis. Vous me dites où est-ce que vous les mettez, comment vous les mettez, dans quel délai vous les envoyez ailleurs si vous les envoyez. Non, pas que les clandestins, Jordan Bardella. Vous parlez pas de rentrer dans l'immigration illégale, on la combat. On a augmenté le nombre d'expulsions. Non, pas du tout. 90% des obligations de quitter le territoire français ne sont pas exécutées. Vous êtes fâché avec les chiffres. On a augmenté. Non, mais je ne suis pas fâché avec les chiffres. Vous avez une cellule de fact-checking. Est-ce qu'on peut vérifier quand même que le taux d'exécution des clandestins, c'est à peine 10%? Je vais faire appel à Aude Elkrief pour essayer de terminer une phrase correctement. On est en démocratie, monsieur. Alors, je sais que vous n'aimez pas trop la démocratie. Jordan Bardella, laissez-le finir. Vous n'avez pas de LBD sur vous et vous n'allez pas me... Jordan Bardella, vous allez laisser finir, mais vous avez de l'avance, Olivier Véran. Je vous renvoie le compliment ce soir. Vous avez un peu d'avance, Olivier Véran. Alors, allez-y. Donc, on a diminué l'immigration clandestine. Ce qui a augmenté dans notre pays, il y a une partie de l'immigration qui a augmenté dans notre pays depuis 2 ans. L'immigration économique et l'immigration universitaire. Moi, je considère que c'est bien pour notre pays, c'est maîtrisé, c'est contrôlé. Demain, on va mettre des règles supplémentaires. Ce que propose Emmanuel Macron, c'est qu'il n'y aura plus de titre de long séjour accordé s'il n'y a pas la maîtrise de la langue et s'il n'y a pas un emploi pour pourvoir à ses besoins. Ça, ce sont des choses qui sont, me semble-t-il, pragmatiques, efficaces et qui n'empêchent pas l'humanité. On doit se donner les moyens de freiner l'immigration irrégulière et c'est ce que nous faisons, notamment en Européens.
en travaillant en européen. Parce que vous savez, c'est pas en construisant des murs et des barbelés aux frontières du pays. Trump a essayé, il a monté un grand mur avec l'Amérique du Sud, ça a fait exploser l'immigration illégale. Alors, réponse. Non, mais, vous êtes en train de nous dire que vous avez fait baisser l'immigration clandestine alors que vous avez... Enfin, je suis désolé, mais ça aurait été une cellule fact-checking aurait été vous avez l'air de utile. Vous avez l'air de plus voir c'est comme une gros, mauvaise nouvelle, plus ça passe. Ça a l'air de Il vous y a, embêter. d'après Monsieur Je comprends que ça vous embête. il y a, d'après Monsieur Stéphanie, 900 000 clandestins dans notre pays. 1 275 000 titres de séjour légaux accordés depuis Monsieur Stéphanie, 2017. rappelez qui est Monsieur Attendez, Stéphanie. ne l'interrompez pas. Un ami de Monsieur Darmanin, ils étaient dans la même famille politique c'est pendant le directeur 13 de campagne de Valérie Pécresse dont vous citez. Écoutez, Monsieur Darmanin m'a parlé lui-même de 600 000 clandestins. C'est pas l'INSEE que vous êtes en train de citer. Monsieur Darmanin, il y a quelques jours, à qui j'ai débattu, m'a parlé lui-même de 600 000 clandestins. Ah donc c'est 900, c'est 600 ou pas? Ça fait une grosse différence. 90% des obligations de quitter le territoire français ne sont pas exécutées. Vous avez le record européen de la faiblesse à l'égard de l'immigration clandestine, où vous n'arrivez à expulser personne. Avec vous, tout le monde rentre, personne ne sort. C'est pas vous qui décidez de la politique d'immigration, ce sont les étrangers, les clandestins eux-mêmes. Donc, vous avez battu tous les records, Allemagne y ou qu'en compris, non, c'est Angleterre. totalement faux, y compris. Non, mais enfin, si vous faites croire aux gens qui nous regardent que vous avez réglé la question de l'immigration, alors, attendez, on va s'arrêter là. Attendez, c'est pas sérieux. On va s'arrêter là. Est-il factuel de dire qu'il y a plus d'immigrés clandestins en Italie, en Allemagne, en Angleterre qu'en France? C'est factuel, c'est une question oui ou non? Non, c'est faux, il y en a moins qu'en France. Il y en a moins qu'en France, ouais. Très bien. Vous aurez un truc à vérifier. Donc vous venez de me donner raison, il y a plus d'immigrés clandestins en France qu'ailleurs. Non, il y a moins d'immigrés clandestins. C'est pas ce que vous venez de dire. Je vous ai dit, il y a moins d'immigrés clandestins en Italie, en Allemagne et en Angleterre. Non. Écoutez la fin des phrases, ça vous évitera de... Allez, il y a de l'ambiance. Là, ce qu'on cherchait quand même à savoir, c'est comment est-ce qu'on apaise cette société française. En évitant les débats entre Jordan Bardella et moi. Non, justement, il vaut mieux débattre que se battre. On est d'accord. Donc on est d'accord que se débattre, c'est très important, et c'est pour ça que je vous ai laissé parler et vous opposer et donner vos vérités. Il y a un thème qui est apparu justement sur l'apaisement de la société, c'est l'interdiction du voile dans la rue. Marine Le Pen le propose dans son programme. Emmanuel Macron s'y oppose. Et là-dessus, on a un petit peu de doute, parce que est-ce que d'abord c'est une mesure qui apaise la société, Jordan Bardella, et puis apparemment on voit que vous-même, vous avez des doutes là-dessus. Non, je n'ai aucun doute là-dessus. Sur la mesure elle-même. Je pense que le voile, on n'est plus dans les années 60, 70, 80. C'est-à-dire que le voile est devenu aujourd'hui un outil militant pour les fondamentalistes islamistes. J'ai grandi avec beaucoup de jeunes femmes en Seine-Saint-Denis de confession musulmane, avec qui j'étais à l'école, au collège, au lycée, et pour qui porter le voile en rentrant chez soi le soir dans la cité, c'était le moyen d'être tranquille. C'est le moyen de ne pas se faire harceler par les grands frères. C'était le moyen d'éviter les remarques, d'éviter les brimades. Mais aujourd'hui, vous souhaitez l'interdire toujours dans l'espace public. Le voile, deuxièmement, est une contestation de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et je pense, comme M. Blanquer, peut-être un deuxième point d'accord, comme M. Macron, d'ailleurs, l'avait-il déclaré en mars 2018 à vos confrères de BFM TV, que le voile n'est pas souhaitable dans la société française. Sauf que nous, voyez-vous, la différence avec les gens qui nous ont dirigés depuis 30 ans, c'est que nous avons la volonté de faire, la volonté d'agir. Et la volonté notamment d'agir sur ces questions-là et d'interdire le voile comme signe religieux aujourd'hui manifeste de l'idéologie islamiste dans l'espace public. C'est une décision qui est difficile. Ce n'est pas une priorité, encore une fois. Je veux dire, la priorité sur l'islamisme, c'est de fermer les mosquées radicales, c'est d'expulser les gens radicalisés. Encore une fois, rien de tout cela n'a été fait par le gouvernement. Et c'est de maîtriser notre immigration. Mais je veux juste dire aujourd'hui, et je reprends là les mots d'un écrivain algérien qui s'appelle Boualem Sensal, qui dit « La France a été réglée à l'heure islamique ». Les radicaux, aujourd'hui, ils ont gagné 57% d'après l'IFOP des jeunes musulmans considèrent que la charia est supérieure aux lois de la République. Qu'est-ce que vous faites ? C'est pas la priorité, on ne va pas faire ça demain matin. Je pense qu'il y a d'autres priorités, notamment sur la sécurité, sur le pouvoir d'achat et sur le contrôle de l'immigration. Mais c'est un objectif à terme. Évidemment qu'il y a des urgences aujourd'hui, parce que beaucoup de chefs d'entreprise, notamment dans l'entreprise, notamment dans les administrations publiques, les mairies, les bâtiments publics, sont confrontés à des revendications politico-religieuses. Et là-dessus, il faut légiférer. C'est le Parlement qui en discutera. Et tout ça se fera sereinement, calmement. Et nous aurons aussi besoin de nos compatriotes de confession musulmane qui respectent nos lois, nos modes de vie, qui respectent la laïcité pour lutter contre les islamistes. Olivier Véran. Du coup, je n'ai pas compris, pardon. Vous interdisez la réponse le voile, est oui. Et vous interdisez le voile. Oui, nous souhaitons... Et les grands-mères aussi, parce que j'ai entendu Marine Le Pen interpellée par une grand-mère qui a dit « mais pas vous, pas les grands-mères ».
Non, ce que nous disons, c'est que, et vous le savez pertinemment d'ailleurs, moi je c'est sais que pas. Vous allez donner mandat à des policiers de courir après des gens qui portent le voile pour leur mettre des amendes. Oui, est-ce que vous leur donnez vous avez bien couru après des gens pendant des mois pour vérifier s'ils avaient bien coché le petit papier sur l'attestation, va faire ses courses pour pouvoir sortir et pouvoir respirer 5 minutes dans la rue. C'est pas à vous. Quand il s'agissait d'enfermer 48 millions de Français, on ne vous a pas posé la question. Jordan Bardella, laissez finir. Est-ce que ça veut dire que vous donnez consigne aux policiers? Je suis très factuel parce que j'aime la loi, j'ai été parlementaire, je suis ministre. J'aime le droit. Est-ce que vous donnez consigne demain aux policiers d'aller mettre des amendes aux femmes qui portent le voile, sauf si elles ont plus de, je ne sais pas, 60, 65 ans, 70 ans, parce qu'on considère qu'elles sont des grands-mères? Je vous pose cette question pour 2 raisons. 1, pour montrer le côté absurde de la proposition et de sa mise en place pratique. Et 2, pour montrer la gêne qui est celle de Marine Le Pen au moment d'être confrontée à la réalité pratique, justement, de cette proposition. Mais parce que la première personne qui vient la voir en disant « Mais moi, vous allez me mettre une amende parce que je porte un voile ?» Mais non, pas vous, pas les grands-mères. Bon, c'est très bien, la liste va s'allonger, monsieur Bardella. Vous savez quoi? C'est extrêmement insultant à l'égard de ces femmes-là de considérer qu'elles ne respecteraient pas la loi française. Et vous qui avez envoyé... Non, vous dites, on interdit le voile, mais pas chez les grands-mères. Je vous demande quel est le critère d'âge à la rigueur. Comment vous Il n'y aura pas de critère d'âge. Vous parlez des contrôles... Attendez, laissez-le répondre. Vous parlez de la lutte contre la radicalisation en disant rien n'a été fait. Ok. Plus de 20 000 contrôles de lieux de culte et d'enseignement. On vous demande pas de contrôler, on vous demande de les fermer. Plus de 700 fermetures, ça n'avait jamais été fait. Plus de 700 prédicateurs et personnes radicalisées inscrits dans les fichiers qui ont été expulsés. Sur combien? Et plusieurs dizaines d'associations qui prêchaient la haine et la détestation de l'autre qui ont été interdites. Donc le bilan, il est là, monsieur Bardella. Ne dites pas que rien n'a été fait. Ensuite, oui, sur le fait d'apaiser, vous aurez compris qu'on a 2 modèles là aussi qui s'opposent très fortement. Moi, je considère que, quelle que soit ma religion, ou mon absence de religion en l'occurrence, et celle de mes voisins, on est capable de vivre ensemble, de se dire bonjour, de taper les cartes, de jouer aux cartes le soir, ou d'aller manger ensemble au restaurant, si on s'entend bien, s'il ne met pas trop le bruit trop fort le soir, quelle que soit sa façon de vivre sa religion, du moment que ça respecte la laïcité et les lois de la République. Donc, la tenue vestimentaire de cette personne, même si c'est pas mon truc, je vous le dis, c'est pas mon truc. De toute façon, les signes extérieurs. Vous êtes en désaccord avec le président de la République et le ministre de l'Éducation nationale. Mais arrêtez. Les signes extérieurs religieux, les dogmes, la façon d'exercer, de pratiquer sa religion, chacun est libre. Moi, je dis juste que mon truc à moi, ça n'a jamais été d'extérioriser la religion que je pouvais avoir ou non. Mais je comprends que certaines personnes ressentent le besoin de le faire. Le voile ne vous pose aucun problème de conviction. Si ça n'entrave pas la vie en société, si ça ne me retire aucun droit, je ne vois pas lieu d'aller coller des amendes à des femmes qui portent des voiles. Encore une fois, en respectant scrupuleusement les règles de la République, pas à l'école, etc. Donc les choses sont faites. Je travaille dans un hôpital, il y a des femmes qui se voilent quand elles sortent de l'hôpital, elles y travaillent, et qui ne portent pas le voile quand elles sont dans le service hospitalier. J'ai confié d'ailleurs une mission sur ce sujet à Patrick Pelloux, sur la radicalisation dans les hôpitaux. Il m'a rendu un rapport qui est intéressant. On va faire signer la charte de la laïcité dans les hôpitaux. Mais encore une fois, les problèmes ne sont pas légion et ce n'est pas le problème du quotidien des Français. Juste, quel est votre calendrier du coup que le ministre de la Santé qui a fait contrôler par la police républicaine des millions de Français pour vérifier qu'ils avaient bien coché la bonne case sur leur attestation, les verbaliser le cas échéant, viennent me demander à nous comment est-ce qu'on va faire respecter une loi sur l'islamisme. Franchement, je pense que ça fait sourire beaucoup de Français. Je vous demande quels critères vous donnez aux policiers pour arrêter les femmes qui portent un voile. Est-ce qu'il y a une borne d'âge? Les policiers appliqueront la loi et les Français appliqueront la loi. C'est extrêmement insultant à l'égard de ces personnes que de considérer qu'elles ne vont pas respecter la loi. Maintenant, vous faites semblant de ne pas voir. Parce que là encore, je pense que c'est peut-être votre passé socialiste qui ressurgit. Que le voile, ah bah écoutez très bien, mais que le voile porté dans les années 60 ou 70 n'a plus la même signification et qu'il n'a pas la même signification pour des grands-mères qui peut-être le lundi sur le marché le portent et qui le mardi lorsqu'elles vont faire d'autres courses ne portent pas le voile que pour la jeune génération. Vous voyez bien qu'il y a une fracture. Si vous voyez pas aujourd'hui, le policier demande à la personne est-ce que vous portez le voile tous les jours? Est-ce que vous le portez parce que vous êtes radicalisé? Mais non, circulez, oui, on met une amende. La police appliquera la loi, monsieur Véran. Permettez-moi de vous rappeler que depuis 2004, il y a une loi à l'école qui existe et qui s'appelle la loi d'interdiction des signes religieux ostentatoires qui proscrit déjà ce type de loi. Il y a déjà une loi qui a été votée en 2010 par le gouvernement Sarkozy, 2010 me semble-t-il, qui interdit le port du voile intégral dans l'espace public. Il y a quand même des études qui ont été faites, 65% d'après un sondage IFOP des Français, qui nous disent être favorables à l'interdiction du voile dans l'espace public. Et pardon, c'est peut-être là encore générationnel, mais quand je vois des pays dans le monde où des femmes sont lapidées, sont traînées devant les tribunaux, parfois agressées, attaquées parce qu'elles se battent pour retirer le voile et qu'en France, certaines se battent pour le mettre, pardon de ne pas être en accord avec cette vision de la société et pardon d'avoir une considération autre
que celle-ci, entre l'égalité des hommes et des femmes dans notre société. Conclusion sur ce et je thème. vais juste vous répondre sur la question de l'islamisme. Il y a 4500 individus étrangers qui sont fichés pour radicalisation. Ils ne sont pas expulsés. Il y a 540 mosquées radicales, dont une grande partie sont détenues par les frères musulmans, par l'UOIF, qui est considérée comme organisation terroriste dans les Émirats arabes unis et qui d'ailleurs appelle à voter pour M. Macron. Les musulmans de Association musulmane de France, anciennement UF, qui appelle à voter et à soutenir pour Emmanuel Macron. Vous me direz ce que vous penserez d'ailleurs de ce type de soutien. Vous me direz c'est peut-être mieux d'être soutenu par McKinsey que par les frères musulmans. Il y a des associations qui ont refusé de signer la charte de la laïcité. Vous me parlez d'une charte de la laïcité dans l'hôpital. Il y a une charte de la laïcité qui a été mise en place par le gouvernement qui était une bonne idée. Il y a des associations qui ont refusé de signer cette charte. Je pense à Foi et Pratique, qui est l'inspiration du salafisme en France, au Miligorus, qui est le bras armé d'Erdogan en France. Elles ont refusé de signer cette charte. Pourquoi ne sont-elles pas dissoutes? Alors, réponse et conclusion sur ce chapitre, D'abord, s'il il faut vous que je plaît. participe au Conseil des ministres et je crois qu'il n'y a pas une semaine sans que Gérald Darmanin annonce la dissolution d'une association ou nous informe de la fermeture de lieux de radicalisation. La semaine dernière. Jordan Bardella. On écoute Olivier Véran, s'il vous plaît. Très nerveux ce soir. C'était plus calme hier dans le débat contre le porte-parole. Franchement, je vous ai écouté, c'était plus agréable à écouter pour les Français, je pense, parce qu'on est en train de tourner ce soir. C'est très intéressant. Allez-y. Il y a donc tous les mercredis quasiment, il y a des dissolutions d'associations, etc. Il y a une lutte qui est résolue. Enfin, je veux dire, l'objectif est commun. Personne n'a envie d'avoir des radicalisés potentiellement dangereux en circulation. Après, il y a ce qu'on est capable de faire avec l'état de droit. Ça vous embête l'état de droit, mais ça existe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juger les gens par avance sur la base de suppositions. Il faut quand même qu'on ait quelques éléments tangibles. Il y a des enquêtes qui sont menées, des personnes qui sont surveillées, et lorsque les éléments sont là, les personnes sont expulsées. Ensuite, Jordan Bardella, on parle. Je vais vous poser une question toute simple, parce que nous, dans le programme d'Emmanuel Macron, c'est la laïcité, toute la laïcité, rien que la laïcité. Vous apportez quelque chose de nouveau en disant que vous allez traquer les gens qui portent le voile, mais pas tout le monde, etc. Donc je vous pose une question. J'ai compris que vous n'aviez pas la réponse. Je vous ai répondu. En même temps, c'était une réponse dans la rue. Peut-être qu'elle ne voulait pas répondre cela. Peut-être qu'elle ne voulait pas répondre cela. Vous aurez sans doute le temps de préciser les choses. Voilà. Donc juste pour conclure, vous êtes capable d'enfermer 48 millions de Français, mais vous n'êtes pas capable d'expulser 4500 fichiers S radicalisés étrangers. Voilà. Les Français trancheront. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est une espèce de camoulox d'à peu près n'importe quoi en mettant du McKinsey? Non, c'est extrêmement concret. Comme si je vous renvoyais la Russie à chaque fois. Et quand c'est 4500, parmi ces 4500, l'un d'eux passera à l'acte, vous viendrez nous dire que c'est pas de votre faute, que vous avez tout fait, alors que là encore, on peut prendre des mesures pour protéger les Français. Nous le ferons et nous aurons ce courage au pouvoir. Porter des accusations, pour le coup, qui sont assez graves, un peu dégoûtantes, en fait. Parce que la lutte contre la radicalisation, figurez-vous que c'est l'une des préoccupations premières, non seulement de ce gouvernement, des Français, et j'ai envie de vous dire, quel que soit le bord politique des uns et des autres. Considérer qu'il y aurait une forme de politique lâche ou peu regardant vis-à-vis de la radicalisation, excusez-moi, c'est un peu une injure à l'histoire. Vous avez même la main molle. C'est une injure à l'histoire contemporaine de notre pays et à l'investissement du président de la République en particulier. Alors, on va revenir à un sujet social qui a été aussi au cœur de la campagne, les retraites. Puisque on parlait du voile et on a l'impression que sur le voile, peut-être Marine Le Pen et vous-même, vous évoluez, mais il y a un sujet sur lequel on a l'impression que Emmanuel Macron a évolué aussi de son côté, sur les retraites. La retraite à 65 ans, c'était le projet initial, et puis tout d'un coup, on a une clause de revoyure. Alors, est-ce que ce projet est toujours valable? C'est 65 ans, c'est 64 ans, dans quel sens ça va? Ce que nous disons aux Français, c'est que nous devons travailler un petit peu plus pour financer davantage de dépenses sociales, notamment dans le champ du grand âge, de la perte d'autonomie. Marine Le Pen propose par exemple 100 000 places d'EHPAD en plus, formidable. Si vous trouvez 100 000 Français qui lèvent la main en disant « moi j'aimerais bien aller à l'EHPAD ou y mettre mes parents », non. Ce qu'ils veulent, c'est vieillir chez eux le plus longtemps possible. Ça coûte cher, il faut des accompagnants familiaux, il faut des aides à domicile, il faut du temps supplémentaire. Et ça, nous allons le faire. Pour ça, il faut qu'on soit capable de travailler un petit peu plus. La règle, c'est 4 mois sur une année d'augmentation de la durée de cotisation, avec effectivement une clause de revoyure dans quelques années, quand on sera à 64 ans, pour se dire est-ce que notre système est désormais équilibré ou est-ce qu'il ne l'est pas. En retour, en plus des dépenses sociales nouvelles dont j'ai parlé dans le champ de l'autonomie, nous assurons un minimum de 1 100 € de pension de retraite pour tous les Français. Voilà la réforme des retraites telle qu'elle est proposée par Emmanuel Macron. Jordan Bardella. Je pense que la retraite, c'est pas seulement de la comptabilité. Je pense que c'est un choix de société, c'est une vision qu'on a de l'homme. Et il est inenvisageable, de notre point de vue, de faire travailler les Français jusqu'à 65 ans. Parce que l'espérance de vie en bonne santé dans notre pays, elle stagne depuis 10 ans, et notamment pour les femmes. Et qu'il y a, monsieur Véran, des millions de Français qui font des métiers difficiles, qui travaillent en extérieur, qui n'ont pas la chance comme nous de travailler dans des bureaux qui sont climatisés en été, qui sont chauffés l'hiver, qui font tous ces métiers de force
ces métiers de rue et qui ont envie d'arriver à la retraite sans avoir le dos cassé, sans avoir le bras cassé, pour pouvoir profiter un tant soit peu de la vie sans mourir de fatigue au travail, sans s'épuiser de fatigue au travail. Donc je pense que sur la retraite, nous sommes les plus socialement justes et les mieux disants. Pour tous ceux qui commenceront à travailler entre 17 et 20 ans, les Français pourront partir à la retraite avec Marine Le Pen, s'ils font le choix de Marine Le Pen, à 60 ans, avec 40 annuités de cotisation. Et au-delà de ça, il y aura une progressivité qui se mettra en place et qui ne dépassera pas les 62 ans et les 42 annuités. Moi, la question que je voudrais vous poser, c'est un coût de 9 milliards. C'est 65 ans, puisque aucun ministre ne dit la même chose. Avec combien d'annuités, monsieur Véran ? 43. Avec 43 annuités. Donc, si vous faites le calcul... Vous savez, vous avez la réponse, vous avez été encore apporté hier. Je vais vous répondre maintenant. Je ne sais pas, parce que monsieur Darmanin, le ministre de l'Intérieur, m'a parlé de 40 annuités. On a entendu ça. Donc... Non, mais soyez pas méprisant. Mais non, il vous a vous répondu. Pouvez pas arriver. Vous lui faites dire, ça fait 2 fois. Non, mais juste ça j'en termine. Ça fait 3 débats juste. Vous lui faites dire ce qu'il n'a pas dit. Si vous me le permettez. Il a dit c'est la même situation qu'actuellement. Oui, il a dit la même situation de 40 annuités. Sauf qu'aujourd'hui c'est 42,8. Juste là, non mais là où le reproche que je vous fais, monsieur Véran, on pourrait discuter de la viabilité de cette réforme. C'est qu'avec vous, dans ce modèle-là, à 65 ans et 43 annuités, une ouvrière qui enchaîne les petits boulots, qui rentre sur le marché du travail à 21 ans, va devoir cotiser 44 ans pour pouvoir partir à taux plein à la retraite. Un cadre qui travaille par exemple chez McKinsey, qui aurait un bac plus 5, qui commence à travailler à 23 ans, si vous faites le calcul, va devoir cotiser 43 ans pour pouvoir partir à la retraite à taux plein. Donc, dans la France d'Emmanuel Macron, dans le choix qui va se poser dimanche, le vote pour Emmanuel Macron, c'est faire travailler plus longtemps une ouvrière ou une infirmière libérale, par exemple, pas une infirmière d'État, je sais qu'il elle rentre à quel âge dans la carrière d'infirmière libérale ? Une infirmière libérale. Donnez-moi l'exemple. À partir plus tard qu'un cadre qui a un bac plus 5 et qui commence à travailler à 23 ans. Alors non. Vrai ou faux ? Non et non. Pardon. D'abord, il y a un truc dont vous parlez jamais, c'est le niveau de pension de retraite. Vous le savez peut-être pas. On garantit 1 000 € indexés sur l'inflation. Il y a beaucoup votre proposition, je fais la mienne. Il y a beaucoup de Français qui travaillent au-delà de l'âge légal de la retraite parce qu'ils veulent améliorer leur pension. D'accord ? Vous prenez souvent l'exemple de cette infirmière libérale à 21 ans. Bon, sachez que l'âge... je ne vais pas l'ouvrir. Non, mais l'âge d'entrée dans la carrière d'une infirmière libérale, c'est 26 ans. Donc, et en l'occurrence, une infirmière libérale, aujourd'hui, elle part très rarement avant 65 ans parce que sinon, elle a une décote de 15% sur sa pension. Et elle préfère travailler un petit peu plus et avoir une pension de retraite plus importante. Nous voulons assurer un niveau de pension optimal à tous les Français. Donc, il ne faut pas mentir aux gens. Je vais vous donner un exemple. Vous parlez de l'ouvrière. Je pourrais vous parler des carrières longues, de tout ce qu'on met en place pour les carrières longues aujourd'hui. C'est très difficile à obtenir. Et dans la réforme. Non. Si, 2 trimestres avant, je crois, 18 ans, c'est très difficile à obtenir. Je vous en prie. Une aide-soignante. C'est pas une infirmière libérale, c'est une aide-soignante. C'est très bien aussi. Une aide-soignante, aujourd'hui, avec le système de retraite actuel, elle part à la retraite à 57 ans. À 57 ans. Demain, alors elle va commencer à travailler avant 25 ans. Demain, avec vous, elle partira à 60 ans. Non, pas du tout. Et si, ça s'appelle les catégories actives. Vous n'en parlez jamais. Oui, nous les maintenons. Donc nous n'en parlons pas parce que nous les maintenons. Alors dites-le dans votre programme. Les policiers, les pompiers, les aides-soignants, ils partent à la retraite à 57 ans. Ne faites pas croire qu'ils partent à 65 ans ou qu'ils partiraient à 65 ans. Mais qui a voulu supprimer les régimes spéciaux ? C'est vous, non ? Mais vous confondez catégorie active et régimes spéciaux. Mais si, la catégorie active, parce que voyez-vous, moi je ne conçois pas qu'un policier... Jordan Bardella, ça n'a rien à voir. Vous regardez un marin-pêcheur ou qu'un militaire travaille jusqu'à 65 ans. Donc ces catégories actives, nous les maintenons évidemment. Ça n'a rien à voir. Catégories actives et régimes spéciaux. Rien, je vous assure, rien. Donc les aides-soignantes, par exemple, aujourd'hui, donc vous nous informez que dans votre réforme des retraites, c'est 60 ans, sauf pour les catégories actives où ce sera 57 ans, c'est ça ? Oui, exactement. Donc c'est un additif à votre projet. Mais c'est intéressant, comme quoi quand on creuse un peu, on peut trouver des choses. Qu'est-ce qu'on fait pour les personnes qui sont bénéficiaires de pensions d'invalidité ou de handicap ? Aujourd'hui, ils partent à la retraite à 55 ans. Vous n'en dites rien à votre projet. Mais parce que nous n'y touchons pas, monsieur Véran. Donc vous faites un arbitrage là ce soir, veux bien que c'est 55 ans. Non mais je veux bien qu'on... je sais que vous arrivez dans cette élection sans projet, que vous improvisez et que vous changez d'avis sur la retraite le lundi, le mardi, le mercroedi. Il se trouve que j'étais rapporteur comme député et ministre en charge de la réforme des retraites. Nous sommes sur cette réforme-là les mieux disants. Ce que vous ne dites pas, c'est que depuis 2017, ceux qui ont désindexé les pensions de la retraite, nous le maintenons. 55 ans. Ceux qui ont désindexé les pensions de retraite de l'inflation, c'est vous. Donc, si Marine Le Pen est présidente de la République, il n'y aura pas une seule pension de retraite en dessous de 1 000 €. Vous, c'est 1 100 € parce que ça fait beau d'arriver après nous et de faire une proposition un peu plus étincelante, sauf que vous les avez désindexées des pensions de retraite. Les nôtres seront indexées sur les pensions de retraite et on ira même plus loin. Nous allons rétablir la demi-part fiscale des veufs
et des veuves. Mais voyez, la France d'Emmanuel Macron, c'est une France où il y a des retraités qui vivent avec 8 € par jour. C'est une France où des retraités sont obligés de mettre des pulls. On est parti dans le slogan là, pardon. Ça vous gêne quand on parle du chauffer. concret et des chiffres. Je reviens 2 secondes à mon concret, mes chiffres. Je reviens à votre exemple d'infirmière. Vous disiez, elle commence à 21 ans, elle pourra partir Non, je vous demain. parle pas d'une ouvrière. Non, elle pourra. Oui, mais, vous prenez l'infirmière ou si vous voulez l'ouvrière si vous préférez. Vous dites, elle commence à 21 ans, demain avec nous, elle pourra partir à 60 ans. Avec quel niveau de pension? Jordan Bardella, aujourd'hui, elles peuvent partir à 62, elles partent à 64 ou 65 ans, sinon le niveau de pension n'est pas suffisant. Demain, quelle que soit l'année que vous fixez, elles devront travailler un petit peu plus si elles veulent avoir une retraite à taux plein. Moi, je travaillerai, et peut-être vous aussi, jusqu'à 67 ans. Ça ne bougera ni avec votre réforme, ni avec celle qu'on va mettre en place. C'est le plafond qu'on a fixé, au-delà duquel on n'a plus de décote. Mais le niveau de pension, vous n'en parlez jamais. C'est le nerf de la guerre pour les Français. Avec quelle pension je pars à la retraite? C'est formidable si je pars à 60 ans, mais en gagnant 20% de moins que ce que je pourrais gagner en partant à 64 ou 65 ans. C'est ça le nerf de la guerre. Est-ce que vous dites qu'il n'y aura aucun changement sur les niveaux de pension? Bah si, mais bien sûr qu'il y aura un changement. Il n'y aura pas une seule pension de retraite sous 1 000 €. Voilà, il n'y aura pas une seule pension de retraite sous 1 000 €. Non, avec vos 40 annuités ou vos 42 annuités, Jordan Bardella est encore très précis, quelqu'un qui arrivera à 40 ou 42 annuités de cotisation, s'il veut avoir un niveau optimal de pension, sera amené à travailler un petit peu plus, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est la règle avec les réformes actuelles, les réformes passées, les réformes à venir. Ils ne s'arrêteront pas à 60 ans, sinon ils auront une décote par rapport à leur pension de retraite actuelle. Dans le système actuel. Mais ça ne nous aura pas échappé que nous sommes dans une élection présidentielle, que nous portons un projet et une réforme et que nous souhaitons changer la loi. Votre réforme est à 9 milliards d'euros et votre réforme ne prévoit absolument pas de supprimer les décotes lorsqu'on a atteint l'âge légal mais qu'on n'a pas atteint l'âge où il n'y a plus de décote. Mais si vous commencez à travailler entre 17 et 20 ans, vous partez à 40 annuités avec 60 ans avec un minimum de retraite de 1 000 €. Je suis désolé, mais je ne peux pas faire plus clair. En revanche, ce que vous ne dites pas dans votre modèle, c'est que 42% des Français, d'après l'adresse, 42% ouvrières qui, dans votre modèle, va travailler 1 an de plus qu'un cadre qui a un bac plus 5 et qui travaille chez McKinsey. Là aussi, manifestement, cela vous gêne. Mais je pense que ça démontre toute l'injustice de votre modèle. 42% de quoi? Si vous rentrez sur le marché du travail à 21 ans, d'accord, pour aller à votre âge de départ légal et votre nombre d'annuités, il faut donc travailler 44 annuités. Vous êtes d'accord pour atteindre les 65 ans? Mais c'est ce qu'elles font aujourd'hui. Si vous rentrez sur le marché... Ce que je vous explique, c'est que lorsqu'il est nécessaire de cotiser 43 annuités, en moyenne, elles vont faire 44 ou 45 pour avoir un niveau de pension. Si vous rentrez sur le marché du travail à 23 ans, vous êtes cadre, vous avez un bac plus 5, il faut donc 43 annuités pour atteindre les 66 ans. Donc, un cadre dans votre modèle cotise 1 an de moins et doit travailler 1 an de moins qu'une infirmière libérale ou qu'un ouvrier. Elle est là, l'injustice de votre modèle. C'est toujours pas ça. Réessayez encore une fois. Je vous prêterai une calculatrice avec mon téléphone, on fera le calcul après. Juste un mot sur le financement, parce que le reproche J'aimerais juste dire un mot. 42% des gens qui arrivent aujourd'hui à la retraite sont au chomage. Donc en vérité, leur modèle, ça consiste à payer des chômeurs beaucoup plus longtemps. 42%, c'est un chiffre qui a été donné par l'adresse. C'est ça le 42%. C'est le chiffre de l'adresse, parce que l'adresse fait partie de mon ministère. Alors c'est pas 42. Très bien, bah voyez, vous aurez... C'est pas 42. Si, 42%, une note de l'adresse, je l'ai trouvé tout à l'heure, 42%. Et vous voyez, je prends vos chiffres, c'est rare, et en plus c'est vous qui les faites. Ils sont pas bons. Pour une fois, vous les prenez. Alors, vos chiffres sont pas bons. Attendez. Vous les interprétez mal. Expliquez-nous pourquoi. Olivier Véran, expliquez-nous pourquoi les chiffres ne sont pas bons. Je vous explique d'abord, c'est pas 42% des gens quand ils sont une note de l'adresse qui sont au chômage. C'est factuellement absolument faux. Il y a une erreur d'un rapport 1 à 4, ce qui n'est pas une petite erreur. C'est une erreur assez importante. Ensuite, il y a un vrai sujet, c'est le chômage des seniors. C'est vrai qu'il y a des gens qui, à 55 ans, ils vont perdre leur boulot. En tout cas, ils perdaient leur boulot. C'est moins le cas aujourd'hui parce que le chômage régresse, parce qu'on crée de l'emploi et de la richesse dans le pays. Tant mieux. Il faut que ça tienne. Il faut qu'on continue comme ça. Mais il y a un fait, c'est que les gens à 55 ans, quand ils perdent leur boulot, on ne va pas investir. Les entreprises n'investissent pas sur eux en disant ils sont trop près de la retraite. En reculant l'âge de départ à la retraite, il va y avoir une conséquence. C'est quand il vous reste 7, 8 ou 9 ans de carrière active potentielle devant vous, on va davantage investir dans la formation. Donc, l'un des corollaires, ça peut paraître comme ça saute pas aux yeux, mais je vous garantis que c'est le cas, et ce que disent les économistes, l'un des corollaires de cette réforme, c'est aussi qu'on va investir davantage dans l'emploi des seniors. Alors, l'autre question qui est apparue et qui était très nette pendant cette campagne, c'est le pouvoir d'achat. Vous en avez fait un des emblèmes de votre campagne. Et je viens vers vous, peut-être, Jordan Bardella. Est-ce que distribuer, et notamment baisser la TVA, par exemple, sur le carburant, bloquer ou baisser la TVA sur un certain nombre de produits de première nécessité. La retirer, en l'occurrence. La retirer. Mais Marine Le Pen a dit que ça équivaut à un blocage des prix. C'est ce qu'elle a dit. Est-ce que c'est suffisamment financé de votre part? Est-ce que c'est une mesure à très court terme? Parce qu'aujourd'hui, l'inflation, elle a augmenté.
mais elle va encore beaucoup augmenter, vraisemblablement. Donc, est-ce que vous aurez les moyens de vous passer des revenus que représente la TVA sur un certain nombre de produits? Est-ce que vous arriverez à financer sur le long terme ces mesures-là? Parce que nous le compensons. Le chiffrage, je l'ai avec moi, le chiffrage, il est public. Les Français peuvent le voir sur le site de campagne de Marine Le Pen, un budget de 68 milliards qui est présenté à l'équilibre. Je pense qu'on a le projet le plus sérieux, le plus nourri, le plus crédible. Et j'ai le sentiment dans cette élection que le sérieux a probablement changé de camp. La vérité, c'est qu'il y a une urgence aujourd'hui du pouvoir d'achat qui est majeure. Marine Le Pen, elle est incontestablement la candidate du pouvoir d'achat. J'ai évoqué cette mesure de la baisse de la TVA de 20% à 5,5%. Je ne vais pas la redire sur l'ensemble des énergies. Mais voyez bien que l'ensemble des baisses de taxes qu'on souhaite faire, et notamment les annulations de hausse d'essence qui ont été faites par Emmanuel Macron entre 2015 et 2018, permet par exemple aux Français, pour être extrêmement concret, quand ils vont faire le plein d'essence, quand ils arrivent aujourd'hui à faire la totalité de leur plein, de leur redonner 15 à 30 euros de pouvoir d'achat. Donc on a beaucoup de mesures qui visent à rendre effectivement aux Français leur argent, les fruits de leur travail, 150 à 200 euros de pouvoir d'achat par mois. Tout cela est parfaitement compensé. On évoquait tout à l'heure les aides sociales réservées aux Français, 16 milliards d'euros. Je vous donne un exemple, la baisse de la TVA, par exemple, d'accord, la baisse de la TVA de 20% à 5,5%, 12 milliards. Et nous souhaitons également faire en sorte que, pour compléter ce que vous disiez, qu'il y ait un panier de 100 produits de première nécessité, donc c'est le riz, les pâtes, les produits hygiéniques par exemple pour les femmes, les couches culottes, et qu'on supprime la TVA là-dessus à partir du moment où l'inflation est d'un point supérieur à la croissance. C'est un dispositif d'urgence qui s'activera automatiquement. Quant à la baisse de la TVA, elle est pérenne. Et puis il y a une question de hausse des salaires, mais peut-être on aura l'occasion d'en parler juste après. D'abord, pardon, je pense qu'il y a une... Quand vous présentez la fin des prestations sociales pour les étrangers comme faisant 16 milliards d'euros d'économies, je tique, parce que ça fait partie de mon périmètre ministériel. La totalité des prestations sociales versées aux étrangers chaque année, c'est 9 milliards d'euros. Donc faire 16 milliards en économisant, en supprimant 9 milliards de prestations... D'accord, c'est faux. Mais en fait, Non, mais il manque une cellule de fact-checking. Non, mais dès que ça vous gêne, c'est d'accord. Non, vous oubliez que vous nous rajoutez mais pas. Je vais vous aider. Le problème, c'est que vous êtes présenté en Mozart de la science en 2007 et que vous nous léguez 600 milliards d'euros de dette. Attendez, alors... Un peu d'humilité, monsieur Véran. On finit là-dessus. En fait, vous savez, je suis à la fois très calme et très factuel. Je vais vous aider. Vous oubliez que dedans, dans vos 16 milliards, il y a la partie logement, il y a la partie santé, etc. On n'est pas que dans les prestations sociales. Je vous invite juste à être un petit peu rigoureux parce qu'il faut expliquer aux Français ce que vous allez enlever à ces personnes-là. 600 milliards d'euros de dette depuis 2017. C'est ce que vous enlevez à toutes ces personnes-là. Alors, ensuite, en matière de pouvoir d'achat, évidemment, nos propositions, elles sont sur la table, elles sont chiffrées. Première mesure, nous allons augmenter les pensions de tous les retraités des Français de 4 à 4,5%. Dès cet été, ça a été annoncé et confirmé. C'est la réindexation. Pour réindexer sur le... Ouais, ça compte beaucoup. Deuxième point, la réindexation des points d'indice pour les fonctionnaires qui attendent ça depuis très longtemps. C'est une mesure de justice et nous allons le faire. Ensuite, nous avons une mesure très forte, l'héritage du général de Gaulle. Comme quoi, on peut être un ancien socialiste et citer le général 2 fois dans la soirée. C'est la redistribution des richesses dans l'entreprise. Plus une entreprise de ce pays ne pourra distribuer des dividendes à des actionnaires sans en distribuer dans le même mouvement à l'ensemble de ses salariés. Et on augmente cette redistribution et cette répartition des richesses dans l'entreprise. Vous avez ce qu'on appelle la prime Macron, qui pourra être portée jusqu'à 6 000 euros, défiscalisée, désocialisée. Chaque année, ça fait potentiellement 500 euros de salaire. Ces deux dernières mesures, elles dépendent des entreprises seulement, Olivier Véran. Non, pardon, c'est la loi. Pour le coup, la redistribution, la répartition, c'est une obligation contrainte. Et ensuite, il y a une incitation fiscale aux entreprises pour qu'elles donnent la prime Macron, ce qui a très bien marché depuis 2 ans. Nous supprimons la redevance télé, mais ça vous le faites aussi. Vous voyez, je vous donne... Oui. Au moins une mesure en... Nous avons le blocage des prix, qui est, on pourrait en discuter, mais on en discute tous les jours, beaucoup plus efficace. En fait, et vous le savez, ça a été démontré sur l'évolution du prix du gaz et de l'essence, même si ça reste très cher, on est d'accord. Et nous ne remettrons pas en cause le bouclier tarifaire d'ailleurs. Heureusement qu'on a bloqué les prix, on continuera à le faire. Par contre, Jordan Bardella, à nouveau les chiffres 2 secondes. Je ne vais pas vous citer les chiffres, juste des concepts. Marine Le Pen explique là, les yeux dans les yeux aux Français, que parce qu'elle va s'occuper des étrangers, etc., elle va être dans le même mouvement, être capable de supprimer les impôts aux moins de 30 ans. On pourra en débattre, c'est injuste. Elle supprime les impôts aux moins de 30 ans. Ouais. Elle supprime ou elle réduit, elle éradique la TVA sur tout un tas de produits du quotidien. On est d'accord ? 3,5 milliards. Elle va nous faire travailler. 4 milliards. Elle va vous faire travailler moins longtemps tout en gardant les mêmes pensions de retraite. Elle va augmenter les dépenses publiques parce qu'elle augmente les services publics. C'est ça ? J'ai bon ? Et elle va augmenter tous les salaires. Pardonnez-moi, il y a une pub qui dit c'est la marmotte qui met le chocolat dans le papier d'alu, mais ce n'est pas
crédible. Et quand vous dites les économistes sont nos amis, Parce que non, vous êtes les économistes ne sont pas nos amis. Il n'y a pas un économiste dans ce pays indépendant, y compris ceux qui nous tapent dessus du soir au matin, qui considère que votre programme tient la route. Ça n'est pas sérieux de regarder les Français en leur disant vous n'aurez plus d'impôts, plus de taxes, plus de salaires, vous travaillerez moins longtemps. Personne ne peut y croire. Mais parce que vous êtes crédible, vous, avec 600 milliards d'euros de dettes nous avons réduit le chômage d'1,2 million. Dont Jean Bardella, 17 000 emplois industriels après le choc pétrolier. Dont vous même beaucoup plus que moi d'ailleurs. le ministère on n'a jamais connu le plein emploi. Nous sommes à 1 million de chômeurs du plein emploi dans notre pays. C'est quelque chose que vous n'avez jamais connu. Il y a 15 ans, il y avait Jordan Bardella. Non, moins de chômage qu'il y en a aujourd'hui. Vous n'avez on aura jamais peut-être connu l'occasion. Réponse Jordan Bardella, plein Olivier emploi. Véran. Réponse Jordan Bardella. Ces gens qui se sont présentés en Mozart de la finance en 2017 nous lèguent un pays avec 600 milliards d'euros de dettes, dont le ministère des Comptes publics rappelle que seuls 200 milliards sur ces 600 milliards, de plus, pas 600 milliards, 600 milliards de dettes de plus, sont imputables au quoi qu'il en coûte à la crise sanitaire. Le reste, c'est de la mauvaise gestion. Donc, quand on a aussi mal géré un pays, qui est, contrairement à l'Allemagne ou à l'Italie, très gravement déficitaire sur sa balance commerciale, je pense qu'on est appelé à un peu plus d'humilité. Donc, nous ferons effectivement du pouvoir d'achat un choix, et l'ensemble de ces choix-là, qui visent pas seulement à faire des cadeaux, c'est pas ça la logique. Ça vise à rendre aux Français les fruits de leur travail. Ça vise à redonner du pouvoir d'achat aux Français pour redonner de l'oxygène aux familles françaises. Donc, il y aura des économies, c'est vrai, sur la lutte contre l'immigration. Il y aura des économies sur la lutte contre la fraude. Je vous invite à lire le bouquin de Charles Prats, qui est un magistrat qui a travaillé sur les fraudes et qui nous parle de 50... Bon, en tout cas, il n'est pas de ma chapelle. Et il nous parle de 50 40 millions de cartes vitales en trop, c'est ça 8 millions de... Vous avez confondu le fichier de l'INSEE, le fichier de l'assurance maladie. Soyez pas méprisants. Mais je connais bien Charles avec Pratt, les gens qui ne votent pas pour La République En Marche, qui ne votent même pas pour moi. 8 millions de fausses cartes vitales. Nous mettrons en place la carte vitale biométrique. Nous ferons des économies en baissant la cotisation de la France au budget de l'Union européenne, telle qu'elle est votée chaque année par l'Assemblée nationale. On va parler d'Europe dans un instant. Croyez-moi, des économies dans les mauvaises dépenses de l'État, il y en a beaucoup. Le seul problème aujourd'hui, c'est que tout augmente sauf les salaires. Et là aussi, nous présenterons une mesure qui est extrêmement ambitieuse, qui est de dire nous voulons passer un deal gagnant-gagnant avec les entreprises. Chefs d'entreprise, chefs de TPE, PME, vous augmentez de 10%, et beaucoup voudraient le faire, mais elles ne le peuvent pas, de 10% les salaires. Ces 10% seront exonérés de cotisations patronales pendant 5 ans. Ça, c'est du deal gagnant-gagnant qui permet aux entreprises, en plus du patriotisme économique, puisque vous savez que nous souhaitons également réserver, en tout cas prioriser les marchés publics aux TPE, PME, aux entreprises françaises, qui va permettre d'oxygéner notre économie et de les libérer de la chape de plomb fiscale dans laquelle vous l'avez trop souvent. Vous savez ce qui fait repartir l'économie dans notre pays? Vous savez pourquoi l'inflation, qui est forte, est moins forte que la plupart de nos voisins? Pourquoi vous savez pourquoi le chômage, la baisse du chômage est plus importante en France qu'à l'étranger, malgré la crise sanitaire? Et pourquoi la croissance est beaucoup plus forte? Ça aussi, c'est factuel, c'est des chiffres. Parce qu'en fait, il y a des réformes profondes qui ont été faites dans notre pays. On a redonné envie aux entreprises d'investir et de créer de la richesse en France. La souveraineté économique, la souveraineté industrielle, notre capacité... de vous entendre parler de souveraineté. Mais vous savez, je ne suis pas souverainiste. Mais j'aime la souveraineté. C'est pas la même chose. C'est le en même temps. Le souverainisme, non, c'est quand on s'isole, quand on considère qu'on est plus. Vous n'êtes pas socialiste, mais vous n'êtes plus socialiste, mais vous aimez les impôts, manifestement. Une petite phrase après. Le souverainisme, c'est quand on est tout seul et qu'on considère qu'on se claque mur et on n'a pas besoin des autres. Moi, je considère que nos voisins européens, c'est parmi nos premiers partenaires commerciaux. Vous en pensez quoi? Je suis issu d'un bassin grenoblois dans lequel vous avez plein d'entreprises étrangères qui emploient, qui innovent, qui créent des richesses, qui font monter en compétences les métiers, qui nous permettent aussi de renforcer les formations professionnelles. C'est pour ça qu'on a plus que doublé l'apprentissage dans notre pays. Et ça crée de la richesse. Parce que c'est des cotisations sociales qui rentrent, donc ça fait baisser la dette de l'État, et de la Sécu en l'occurrence, et ça permet de ne plus délivrer de prestations chômage, donc c'est des dépenses publiques de moins. Ça, c'est un cercle qui est vertueux. Jordan Bardella, si vous arrivez en disant on s'isole du monde, on va faire mieux que tout seul, mieux que tout le monde. On ne respecte plus les règles économiques européennes. Parce que vous voulez sortir de l'Union européenne. C'est les conséquences directes. Je pense que vous avez lu un programme. Là, vous avez 5 ans de retard, ce qui démontre d'ailleurs votre totale déconnexion à l'égard des Français. Le fait de baisser la cotisation à l'Union européenne... Quand vous quittez tous les traités, quand vous ne respectez pas les règles massives de l'état de droit, lorsque vous dites on va arrêter nos contributions à l'Europe, vous ne pouvez pas vous inviter chez les gens en disant je vais manger chez vous, je ne vais pas faire la vaisselle, je ne vais pas apporter à bouffer, je reviendrai demain. À un moment donné, ça s'arrête. Vous ne respectez pas les règles européennes. Excusez-moi, mais attendez, moi je veux bien faire un débat, mais... Vous ne respectez pas les traités européens. Bref, j'étais en train de vous dire que ces emplois étrangers... C'est quoi le problème avec le fait de baisser la cotisation à l'Union européenne? C'est ce qui nous permettra de réduire la dette et de continuer à faire baisser le chômage. Non mais attendez, c'est quoi le problème 2017 pour les Français avec le fait... je ne pense pas que ça va attirer les fous de la nuit des temps, les pluies de sauterelles, mais de baisser la cotisation de la France de 9 milliards
à 4 milliards pour aller économiser 5 milliards dans le budget de l'État pour financer des baisses de taxes pour les Français. Qu'est-ce qui vous dérange là-dedans? Vous savez à quoi ils servent, ces milliards qui sont donnés à l'Europe? Ils servent à renforcer l'Europe, qui est justement ce qui nous a permis d'avoir le plan d'investissement de plus de 100 milliards d'euros pour nous en sortir pendant la crise sanitaire. Ils sont où les 100 milliards? Ils sont déjà investis à plus de 60% Ah sur bon? le territoire. Ah, d'accord. Oui, vous avez. Mais dites-moi. Intéressez-vous. Regardez, il y a un plan microélectronique, par exemple. Je connais bien, je pourrais vous en parler. Un plan microélectronique qui permet à des entreprises françaises qui produisent en France d'embaucher des centaines de salariés et qui produisent les puces qui sont dans tous les smartphones, dans le vôtre comme dans le mien. La réforme des retraites, comme contrepartie d'ailleurs, qui est inscrite depuis maintenant 10 ans dans les textes de la Commission européenne, mais enfin passons. D'ailleurs, même le ministre Beaune avait reconnu que ce déblocage de fonds se faisait en exigence de contrepartie. J'essaie de vous focaliser sur un savez, j'essaie d'avoir votre attention. Je peux répondre de manière... Un truc qui est factuel. L'argent européen du plan de relance est allé chercher... Vous n'aurez pas mon attention. Déjà, c'était très compliqué pour vous d'avoir mon attention tous les soirs à la télé quand je vous regardais à 20h pendant le Covid. Donc, c'est pas maintenant que vous aurez mon attention. Ce que je veux juste vous dire, c'est qu'il y a des pays comme les Pays-Bas, par exemple, qui ont baissé, qui ont divisé par 3 dans le cadre de l'obtention des fonds européens pour la relance de leur économie, qui ont baissé leurs cotisations à l'Union européenne. Ça se passe très bien. Il n'y a pas eu de pluie de sauterelles. Il n'y a pas eu de murs en barbelés autour des Pays-Bas. Ça se passe très bien. Vous voyez juste, si vous demandez tout le temps des efforts aux Français, tout le temps des efforts aux classes populaires et aux classes moyennes, bah oui, je pense que les technos de la Commission européenne peuvent eux aussi se serrer la ceinture. Donc, le premier déplacement que fera Marine Le Pen, ce sera effectivement à Bruxelles. Il n'y a pas 9 milliards d'euros qui vont dans les poches des technos de Bruxelles. Vous savez très bien que cet argent, mais cet argent, c'est le nôtre, monsieur Véran. Mais évidemment que c'est le nôtre, il nous revient cet argent. 23 milliards tous les ans. Allez dire aux agriculteurs de notre pays, allez dire aux pêcheurs, on a sauvé la pêche malgré l'accord du Brexit. L'Union européenne détruit la pêche et détruit les filières agricoles en multipliant les accords de libre-échange, et vous le savez pertinemment. Allez expliquer aux agriculteurs que l'Europe ne fait rien pour eux. Ils vont vous regarder avec des grands yeux. Parce qu'ils savent que c'est pas vrai, Jordan Bardella. Allez expliquer aux entreprises, allez expliquer aux universités de notre pays aujourd'hui que l'Europe ne fait rien pour eux et que l'argent qu'on leur donne ne nous revient pas. Ça n'est pas vrai. Alors, réponse de Jordan Bardella. Allez expliquer aux filières environnementales pourquoi est-ce qu'on va être capable de produire de nouveaux EPR, pourquoi est-ce qu'on est capable de développer de l'énergie renouvelable en masse, pourquoi est-ce qu'on est capable de transformer les choses. Moi, je pense parce qu'on a cet argent européen, c'est pas de l'argent à perte. Non, c'est pas l'argent européen, d'abord c'est l'argent des Français parce qu'on donne chaque année 23 milliards en moyenne avec les rétrocessions de droits de douane. L'Union européenne nous en rend 14, ce qui veut dire qu'on perd cash 9 milliards dans le puissant fonds de l'Union européenne, c'est-à-dire beaucoup plus qu'une grande partie des pays européens. C'est 9 milliards qu'on perd cash et nous souhaitons diminuer cette cotisation à l'Union européenne. Je vais vous dire une chose, je pense que les Français se rendent compte dans leur quotidien que l'Union européenne, qui était la promesse de protection, qui était depuis 40 ans sur les affiches des campagnes électorales de la droite et la gauche, la promesse d'une Europe sociale, est une catastrophe. Quelle est la guerre de tous contre tous? C'est la concurrence généralisée à l'extérieur avec la multiplication des accords de libre-échange, le Mercosur, le TAFTA, l'accord de libre-échange avec le Vietnam, avec la Nouvelle-Zélande, que vos députés, que vous avez suspendu à 1 an de la campagne électorale, que vos députés ont suspendu. On l'a fait ou pas? Je peux finir? Mais que vos députés ont voté au Parlement européen et qui est aujourd'hui en train de détruire nos filières agricoles parce qu'elle met en concurrence nos agriculteurs avec des produits qui viennent du monde entier, qui ne respectent ni nos normes, ni nos conditions sociales et qui créent une concurrence déloyale. Mais c'est aussi la concurrence déloyale à l'intérieur avec la directive du travail détaché que nous abrogerons et qui permet, pour que les gens comprennent bien, à des travailleurs venus d'Europe de l'Ouest d'être embauchés par des entreprises françaises et de payer les charges dans le pays d'origine. Évidemment, cet emploi-là et cette filière-là est utilisée pour peser à la baisse sur les salaires et c'est des emplois qui ne vont pas aux travailleurs français. Et vous le savez d'ailleurs, quand dans un département, il y a une seule boîte de BTP qui a recours au travail détaché, toutes les autres sont obligées de s'aligner parce que sinon, elles n'ont pas les marchés, parce qu'elles sont trop chères, plus compétitives et que ça crée une concurrence déloyale. Pardon, le travail détaché, il a été réformé déjà 3 fois pendant ce mandat. Il avait été 2 fois pendant le mandat d'avant et les choses se sont nettement améliorées. Je ne dis pas que l'Europe est une machine qui tourne parfaitement bien. D'ailleurs, personne ne peut dire ça de façon sérieuse. Mais seulement, c'est comme pour tout à l'heure, en fait. Quand vous faites face à un problème, vous dites « je renonce ». Je renonce et je détruis et je m'en vais. Ben non. Non, quand on considère qu'il y a un problème, on se bat pour améliorer les choses. Si on ne s'était pas battu pour améliorer la coordination européenne pendant la crise Covid, on n'aurait pas été le premier continent producteur, exportateur et donateur de vaccins. Si on ne s'était pas réunis à quelques pays, au début, quand les vaccins ont commencé à arriver, et qu'on n'avait pas été capable de passer en commun des commandes, on aurait été comme beaucoup de pays qui, isolés, n'ont pas été en capacité... Comme le Royaume-Uni qui a vacciné beaucoup plus vite, n'ont pas été en capacité... d'avance sur nous. Ils ont vacciné en AstraZeneca, vous le savez, pour l'essentiel. Prenez des pays comme des pays asiatiques, par exemple, qui n'ont pas pu passer des contrats multiples. Nous, on a été capable d'avoir tous les vaccins dans leur grande diversité. Et nous sommes le premier continent producteur. Vous savez, la France préside l'Union européenne en ce moment. Il y a 2 semaines, à l'Union européenne, on s'est fixé un objectif: vaincre les cancers pédiatriques.
Et on s'est dit, est-ce qu'on est fort quand on est tout seul, avec nos laboratoires de recherche, nos recherches sur les médicaments, nos propres soignants, ou est-ce que si on se mettait en commun, à l'échelle européenne, pour développer des filières productives et de recherche européennes, pour être capable je dirais, d'améliorer nos capacités à avancer ensemble, est-ce qu'on n'y arrivera pas plus vite? Moi, c'est l'Europe à laquelle je crois, donc améliorons-la, l'Europe. Mais ne lui tirez pas dessus comme vous le faites en permanence. 40 ans. Vous la résumez à une bande de technocrates, etc. Vous n'y connaissez rien, l'Europe, Jordan Bardella. C'est pas ça, l'Europe. Ce sont des gens qui se penchent sur l'avenir agricole de notre continent. Ce sont des gens qui se posent la question de comment est-ce qu'on peut reproduire du paracétamol. Les premières usines françaises ont rouvert. Ce sont des gens qui sont en train de se dire comment est-ce qu'on fait pour garder la souveraineté en matière microélectronique pour que ce ne soit pas la dépendance totale vis-à-vis de l'Inde et des États-Unis. C'est cette Europe-là pour laquelle on se bat. On ne s'isole pas des autres. Là, je voudrais qu'on passe aux questions internationales. Juste parce que ce monde, il est très beau, mais il n'existe pas. Ça fait 30 ans que vous promettez l'Europe sociale. Il y a des choses que vous ne voulez pas voir, en fait. Non, mais alors, on va passer aux questions internationales. Je les vois tous les jours. Plus je siège au Parlement européen, et plus ça me renforce dans ma conviction que l'Union européenne est aujourd'hui en train de faire beaucoup de mal à nos peuples, de faire beaucoup de mal à nos agriculteurs et en train de nous jeter tous contre tous. Parce que vous voyez, votre monde, il est bien beau, mais il n'existe pas. Parce que pendant la crise sanitaire, l'Italie, la France et beaucoup d'autres pays européens ont dû implorer la Chine de lui livrer des masques tant l'Union européenne a été incapable de s'organiser. Je vous renvoie à l'interview du PDG de Moderna qui a dit « J'ai contacté la France très tôt pour négocier des vaccins. La France m'a renvoyé vers Bruxelles, m'a renvoyé vers la Commission européenne. Je n'ai plus un seul contact sur les 6 mois qui ont suivi. La Grande-Bretagne, qui était hors de l'Union européenne, dont on nous avait dit le plus grand mal, a elle vacciné beaucoup plus vite, beaucoup mieux, et avec des usines sur son territoire. Alors, le mot de la fin, tranquillement, parce qu'on va arriver à l'international. Il y a une information ce soir qui vient de tomber qui est très importante. Alors, allez-y pour répondre sur les vaccins, si vous voulez. J'ai presque envie de vous laisser nous donner l'information. Bon, alors c'est simple. Selon Kiev, l'offensive russe a commencé dans le Donbass à l'instant. Donc, voilà, alors c'est simple. Qu'est-ce que vous faites, Jordan Bardella? Vous avez exposé un programme de politique internationale sans un mot sur l'Ukraine. Donc si vous êtes élu la semaine prochaine, la guerre ne va pas s'arrêter. Elle va même commencer puisque c'est une deuxième offensive qui est en train de commencer selon Kiev, bien sûr. Et c'est à vérifier, bien sûr. Enfin, selon Kiev, elle devrait commencer ce soir. Et étant donné que vous dites, et vous l'avez répété à l'instant, que l'Union européenne est finalement très nocive pour tous les peuples, est-ce que vous prendrez le risque d'un clash avec l'Union européenne alors même que cette guerre continue et peut-être s'intensifie? Non, je pense que ce sont deux sujets totalement différents. D'abord, permettez-moi de rappeler que nous avons condamné sans la moindre ambiguïté, l'agression de l'Ukraine par la Russie. Que comme beaucoup de Français, nous avons vu ces images épouvantables de crimes de guerre qui ont été commis. Et nous avons d'ailleurs demandé, et été un peu les seuls dans la classe politique, parmi l'ensemble des candidats, à réclamer une enquête de l'ONU pour que les responsabilités soient établies. Je pense que la France a eu raison de maintenir une pression diplomatique sur la Russie. Il y a des sanctions à prendre sur les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui en Russie. Mais vous savez que nous avons marqué une prudence sur certaines sanctions économiques. Je dis bien certaines sanctions économiques parce qu'à partir du moment où des sanctions pourraient sanctionner plus durement les Français et le pouvoir d'achat des Français, et notamment sur les tarifs de l'énergie que le peuple russe, alors oui, là encore, nous pensons d'abord au peuple français et d'abord à ces millions de familles françaises qui aujourd'hui n'arrivent plus à financer leur propre énergie. Je ne vais pas être très tendre, je vous le dis sur cette partie-là. La France a une histoire avec la Russie. Elle a un passé. Elle aura sans doute un avenir. La France n'a pas d'histoire commune avec des gens comme M. Poutine. Je ne vous reproche pas de considérer la Russie comme un grand pays. Je vous reproche de vous allier, de chercher l'alliance à tout prix et à tout crin avec M. Poutine. Et au fond, je me pose la question, elle n'est plus à démontrer cette alliance, elle est même dans votre programme, je ne vais pas insister là-dessus. Qui a été rédigé il y a 6 mois. On ne débarque pas dans une élection en faisant le programme. Tout transpire. Le jour avant. Tout transpire, jusqu'au choix de Spoutnik comme vaccin par Marine Le Pen. Vous le savez, j'insisterai pas là-dessus. La question que je me posais, que je me suis souvent posée, c'est qu'est-ce qui peut bien lier Mme Le Pen à M. Poutine? Moi, je crois que je vois un point commun, vous me direz peut-être que je me trompe. C'est cette détestation de l'Union européenne et cette volonté de faire imploser l'Union européenne. En fait, vous êtes un peu le cheval de Troie de M. Poutine au sein de l'Union européenne avec la velléité de la faire exploser. Vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, votre programme a changé en 5 ans. Oui, vous êtes inscrit, et je respecte cela, hein, c'est pas mon choix, évidemment, vous en doutez bien. Au Front National, je crois que vous aviez, il y a 10 ans de cela. À l'époque, le Front National disait le Frexit, il faut sortir de l'Union européenne. Et puis, depuis, il y a eu le Brexit, on se rend compte qu'en fait, c'est pas applicable, que les gens sont pas plus heureux et que c'est un peu compliqué. Donc, on enlève le mot, on garde le contenu, il y aura le même résultat, mais on l'affiche plus comme tel. Moi, j'ai un engagement pro-européen qui est assumé, tout en vous disant que
des choses sont améliorées dans le fonctionnement européen. Mais je crois à cela. Et je crois à cette Europe qui nous protège et qui nous défend aussi. Et je crois à cette alliance qui est fondamentale. Donc ce soir, qui est un soir particulièrement grave, évidemment pour le peuple ukrainien, les premières pensées vont... Quel résultat a obtenu l'Union européenne dans ce conflit? Quel résultat a obtenu l'Union européenne? Olivier Véran. Oui. Quel résultat a obtenu l'Union européenne? Les résultats, d'abord, ce sont des résultats qui sont humanitaires. Tous les pays européens, tous les pays de l'Union européenne, même ceux avec lesquels on n'est pas forcément très copains, les pays frontaliers comme la Pologne, avec qui ça peut être un peu compliqué, on prend en charge des malades, des enfants, des vieillards, des femmes, des soldats qui sont blessés, qui sont malades, qui ont besoin de soins. Ensuite, on accueille les populations qui fuient et qui se réfugient en Europe, on les accueille dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions, Jordan Bardella. Ensuite, on envoie du matériel humanitaire, sanitaire, matériel militaire. La France est le premier pays contributeur de l'Union européenne en matière de matériel à destination d'Ukraine. Et on a ce travail sans relâche de diplomatie, de pression, de sanctions économiques, notamment la fin des passeports dorés des oligarques russes que vous n'aviez pas voté au Parlement européen. Je sais que vous n'y étiez pas, j'ai entendu hier, mais vos collègues qui étaient... Je ne crois pas qu'ils y étaient d'ailleurs, mais je pense que ça les arrangeait. Beaucoup de votes de sanctions à l'égard des Russes n'ont pas été votés par les parlementaires, les eurodéputés du Rassemblement national. C'est pour ça que je vous dis que vous ne pouvez pas vous cacher derrière une demande d'enquête de l'ONU. C'est trop gros et c'est allé trop loin. Jordan Bardella, comment vous expliquez qu'un certain nombre de pays, comme la Moldavie par exemple, qui sont limitrophes de la Russie, demandent l'adhésion à l'Union européenne alors même que vous dites que ça n'a rien à voir? Non, mais... Et ils la demandent parce que justement ils se trouvent en situation D'abord, je vais difficile. vous répondre sur la Russie. Monsieur Véran, permettez-moi de vous rappeler que, à la différence d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen n'a pas Vladimir Poutine toutes les semaines au téléphone. Elle n'est pas chef d'État, je pense. Permettez-moi, elle aspire à l'être, elle le sera dans quelques jours. Permettez-moi de vous rappeler avoir un chef d'État en ligne, Marine Le Pen cesser une guerre et de créer des corridors humanitaires. N'a pas reçu. Permettez-moi de vous rappeler que Marine Le Pen n'a pas reçu, pour passer ses vacances avec lui, Monsieur Poutine au fort de Brégançon, comme l'a fait Emmanuel Macron à l'été 2018. Permettez-moi de vous rappeler que le premier chef d'État à avoir été reçu par Emmanuel Macron au château de Versailles, c'est Vladimir Poutine. Rencontre durant laquelle Emmanuel Macron a parlé d'amitié mutuelle entre la France et la Russie. Même le ministre, d'ailleurs, M. Le Drian, s'est rendu rencontrer son homologue russe à l'été 2017, juste après l'élection d'Emmanuel Macron, pour parler de coopération sécuritaire nécessaire entre la France et la Russie. Et je ne vous reproche pas cela. Je ne vous reproche pas cela parce que, au-delà de l'hystérie avec laquelle vous parlez de ce sujet, peut-être vous êtes en difficulté sur le sujet des conflits d'intérêts et des influences étrangères sur le dossier McKinsey en ce moment. Je ne vous le reproche pas parce que la France est une grande puissance nucléaire, que la Russie est une grande puissance nucléaire, et que deux grandes puissances nucléaires ont tout intérêt à parler et à ne pas se faire la guerre. Parce que deux puissances nucléaires qui se regardent en face, c'est la destruction mutuelle. Et je vais même rajouter une chose. Pourquoi est-ce que nous parlons de liens diplomatiques entre la France et la Russie dans un programme qui date d'il y a 6 mois, c'est-à-dire bien avant l'invasion de l'Ukraine? Parce que, mais nous ne l'aurions peut-être pas écrit de la même manière. Et je vais vous dire une chose, le Vladimir Poutine de 2022 n'est pas le Vladimir Poutine de 2017. Si Emmanuel Macron est réélu dans quelques jours, ce qui je ne crois ne sera pas le cas, va-t-il recevoir avec les honneurs comme il l'a fait, Vladimir Poutine au château de Versailles? Non, évidemment que non. Parce que les alliés de circonstances en diplomatie d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier et ne sont peut-être pas ceux de demain. Ce que nous avons dit, et j'en termine sur une chose. Demain et après-demain, il faudra distinguer le danger d'aujourd'hui. Et le danger d'aujourd'hui, c'est incontestablement la Russie de Vladimir Poutine et les atrocités qui sont commises en Ukraine, et le danger de demain et d'après-demain. Et de pousser la Russie dans les bras de la Chine, comme vous le faites peut-être soit sur la base d'une morale ou d'une forme de malveillance, pourrait avoir demain des conséquences catastrophiques pour les intérêts français. Parce que l'alliance entre la Russie et la Chine, c'est l'alliance de deux monstres géopolitiques, entre le plus grand pays du monde et le pays le plus peuplé du monde, entre le premier exportateur de matières premières au monde et l'usine du monde, entre deux puissances militaires qui deviendraient à elles seules la première puissance militaire devant les États-Unis. Donc je pense qu'en diplomatie, en géopolitique, il faut se parer de tout excès et que ça mérite mieux que des anathèmes comme vous le faites depuis quelques jours. Ils font peur et donc vous voulez leur baiser la bague, c'est ça? Vous pensez que ça passera mieux? Les alliances de la France et les alliances européennes. Vous n'êtes pas fait pour être ministre des Affaires étrangères, et heureusement d'ailleurs. C'est l'Europe qui nous protège, c'est l'OTAN. Mais nous protège de quoi? Vouloir quitter le commandement intégré. L'Europe nous protège de quoi? Monsieur Bardella, je vous interromps absolument. L'Europe nous protège de quoi? Alors il va répondre, merci, il va répondre. Vouloir quitter le commandement intégré de l'OTAN aujourd'hui, vouloir quitter l'Union européenne comme vous voulez le faire à travers ton programme aujourd'hui, pour baiser la bague, pardonnez-moi de le répéter, parce que je le pense sincèrement, de M. Poutine dans la période que nous connaissons,
C'est quoi? C'est un changement d'accord? C'est un changement d'équilibre? Non. C'est encore une fois une volonté de repli. Moi, vous savez, je ne ferai pas d'alliance. Je n'avais pas besoin même du conflit. Je n'avais même pas besoin d'attendre 6 mois. Je n'avais même pas besoin d'attendre 6 mois, Jordan Bardella, pour savoir que je n'aurais jamais dit alliance avec M. Poutine sur un tract. Vous savez pourquoi? Parce que là-bas, le président l'a dit, M. Véran. Il n'a pas dit alliance militaire diplomatique avec Monsieur Poutine. Il ne pose pas en tract. Il ne pose pas en tract. Non, si vous n'écoutez pas. Marine Le Pen a la stature d'une femme d'État. Elle a rencontré beaucoup de présidents. Elle a rencontré le Premier ministre polonais, le Premier ministre hongrois. Sur le tract de Monsieur Macron, Monsieur Poutine pourchasse les homosexuels. Il lutte contre des droits fondamentaux. Il ne le fait pas depuis 6 mois. Il le fait depuis longtemps. Il le fait depuis longtemps. Vous voulez faire quoi? Vous voulez faire la guerre avec la Russie? Vous n'avez pas attendu 6 mois pour ne pas condamner l'annexion de la Crimée en 2014. Vous n'avez pas attendu quelques mois après la non-condamnation de l'annexion de la Crimée en 2014 pour contracter un prêt auprès des Russes. Vous n'avez pas attendu 6 mois, monsieur Bardella, pour avoir des relations troubles avec la Russie. Mais quelles relations troubles? Mais pourquoi vous avez des relations contractuelles, vous n'avez pas reconnu l'annexion, l'agression en 2014, alors que le monde entier le faisait. Mais Mme Le Pen est interdite de séjour en Ukraine. Monsieur Véran, vous voulez faire quoi? Vous voulez faire la guerre à la Russie? Je ne veux pas faire la guerre à la Russie. Donc vous voulez faire quoi? Parce que je comprends pas. À part si vous voulez. Ça s'appelle la diplomatie, vous savez, c'est quand un chef d'État en appelle un autre pour lui dire qu'il faut créer des corridors humanitaires et cesser les menaces et les exactions sur une population. Mais le corridor humanitaire, nous l'avons soutenu. Il faut être capable de se dire dans ce moment-là que la personne qui agresse aussi une partie de sa population bien avant le conflit ukrainien et qui agresse aujourd'hui de la manière la plus sordide. Quand vous envoyez les LBD sur les gilets jaunes, vous agressez pas la population. n'est pas la personne avec qui on a envie de faire de prime abord une alliance militaire et diplomatique au point de l'afficher sur ses tracts de campagne. Mais vous voulez faire quoi? Assumez-le. Mais je comprends. Assumez-le. Mais non, mais je l'assume pas. Je comprends pas quel est votre projet. Vous l'assumiez plus. Heureusement que vous n'êtes pas ministre des Affaires étrangères. Vous voulez faire quoi? Vous voulez une guerre entre la France et la Russie? Vous voulez avoir des mots tellement durs contre la Russie de Vladimir Poutine? Moi, j'ai entendu le ministre Bruno Le Maire qui dit on va effondrer l'économie russe. Il s'est fait vite rappeler à l'ordre par le président de la République. Vous voulez faire quoi? Vous voulez une guerre entre la France et la Russie? C'est ça que vous voulez? Je pense que l'objectif, c'est évidemment de recréer les conditions de la paix. Vous avez entendu parler de guerre. C'est évidemment. Mais moi, je vous rejoins là-dessus. Évidemment qu'il faut aider d'un point de vue humanitaire les Ukrainiens. Et c'est la raison pour laquelle, vous le savez, nous sommes réclamés favorablement à ce que, dans le respect du droit d'asile et de la Convention de Genève, on prenne en charge, et pourtant vous connaissez mes réticences philosophiques sur l'immigration, mais des familles ukrainiennes qui fuient la guerre, dont les maris sont restés sous les bombes et sont partis combattre, encore une fois, de manière humaine, le temps du conflit. Évidemment qu'il faut aider financièrement les Ukrainiens, et c'est la raison pour laquelle on a voté au Parlement européen le déblocage des fonds FEDER pour aller aider les réfugiés ukrainiens. Vous avez voté le blocage des passeports dorés des oligarques russes ou pas? Mais je pense que cela. Vous avez voté l'emprunt d'1 milliard qui était accordé à l'Ukraine pour s'en sortir? Mais ce prêt a été, monsieur, encore une fois, vous parlez de dossiers. Aucun de vos votes ne va dans le sens vous parlez aujourd'hui. Vous manquez de pas de culot, Jordan Bardella. Que vous ne maîtrisez pas. Bientôt, vous allez nous expliquer que vous êtes extrêmement réticent à faire alliance avec Monsieur Poutine. Véran, parce que vous comprenez l'eau a coulé sous les ponts. C'est faux. Monsieur Véran, vous parlez de dossiers que vous ne connaissez pas. Nous n'avons pas voté une semaine avant l'invasion de l'Ukraine l'aide financière du Parlement européen, c'était soumis au vote des parlementaires européens, l'aide à l'Ukraine, parce qu'il y a eu dans le même temps, on parle d'avant l'invasion, on est une semaine avant l'invasion, un rapport de la Cour européenne, de la Cour des comptes européenne, qui soulignait l'état abyssal de la corruption dans le gouvernement ukrainien et des fonds européens, des fonds publics qui étaient alloués. Donc, je veux dire, la diplomatie, c'est beaucoup plus complexe que ça. Vous avez toujours une bonne raison de justifier des votes que vous n'avez pas fait ou que vous avez fait dans le mauvais sens pour nous expliquer après coup qu'il y avait une justification que vous n'assumez pas sur le coup. J'espère que vous ambitionnez pas. C'est quand même une méthode. J'espère que vous n'ambitionnez pas d'être ministre des Affaires étrangères. Ça fait 4 fois que vous le répétez, on l'aura entendu. Alors, regardez les temps, je veux préciser. Donc, il y a 13 secondes de différence. On est tout à fait équilibré. Il y a donc 13 secondes de différence, c'est-à-dire très peu. C'est important pour nos spectateurs, pour vérifier bien que le temps de parole a été tout à fait égal pendant cette essentiel du débat. Et donc maintenant, je vais vous poser la question toute simple de avec qui vous allez gouverner. Si vous êtes élu, si votre candidate est élue, si votre candidat est élu. Je me tourne vers vous, Olivier Véran. Est-ce que vous nous dites, on continue comme avant et on prend les mêmes et on recommence? Ce qui continuera comme avant, c'est cette volonté, cette capacité à faire de nos différences une force pour le pays. J'ai quitté un parti, le Parti socialiste. Je me suis retrouvé dans un gouvernement avec des ministres qui venaient d'autres gouvernements, d'autres quinquennats, qui n'avaient pas forcément les mêmes idées que moi. Nous nous sommes mis autour de la table et nous avons considéré que l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt général, justifiait qu'on soit capable de s'entendre. Demain, je souhaite qu'on le fasse avec des écologistes, parce que nous voulons pousser la transformation. On n'a pas parlé d'écologie, ce n'était pas un thème ce soir, mais c'est un thème qui me tient évidemment à cœur, avec des ministres qui continueront de venir de la gauche, de la droite, avec des gens qui sont des Européens convaincus, des progressistes.
avec lesquels on est capable de se chamailler, comme dans un repas de famille, vous savez, sur un thème particulier, mais à la fin, on tombe d'accord. Il n'y a pas eu de couac pendant ces 5 ans, on n'a pas eu de gouvernement des couacs. C'est ce que nous souhaitons continuer à faire pour les Français, pour notre pays, pour notre continent. Jordan Bardella. Nous allons gouverner avec le peuple français. Marine Le Pen souhaite faire un grand gouvernement d'union nationale qui dépassera largement les clivages partisans, parce que je pense qu'on est un peu dans un régime des partis aujourd'hui à bout de souffle, où se succèdent au pouvoir depuis maintenant 30 ans dans notre pays les mêmes personnes, les mêmes politiques, venues des mêmes partis, qui conduisent en réalité la même politique. Ce que je veux dire aux Français, c'est que la politique d'Emmanuel Macron, elle est partout dans leur quotidien, et qu'il y a un espoir qui s'est levé aujourd'hui. Marine Le Pen est arrivée en tête dans 22 000 communes françaises, et que cette majorité silencieuse, elle peut faire remporter le bon sens et le patriotisme dans quelques jours. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci d'avoir échangé de façon cordiale ou plus ou moins. Et tout de suite, c'est l'édition spéciale que vous a préparée Éric Brunet avec Julie Hamet, car je vous confirme cette information. Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, vient de le confirmer. L'invasion russe, l'opération, l'offensive russe sur le Donbass a commencé. Elle vient de commencer. Et donc, vous saurez tout dans un instant. Vous écouterez le président ukrainien dans quelques instants. C'est Éric Brunet avec Julie Hamet. Tout de suite, édition spéciale.